La parole est à Monsieur Christophe Cavard. On a décidé ensemble, toute cette équipe, de lancer un processus qui s'appelle, volontairement vu les événements de janvier et de Charlie, Dessinons notre avenir. Donc vous avez une image ici avec les crayons, bonne année, etc. Et de Dessinons notre avenir, bien évidemment, c'était en réponse à tout ce qu'a provoqué ces événements-là, et puis au-delà des événements, tout ce que ça a fait remonter dans le cadre de débats, de contextes, de réalités, parfois qui explosaient la figure des uns et des autres par rapport à un certain nombre de paroles qui se sont dites à ce moment-là. Et donc, on a lancé ce processus Dessinons notre avenir sur la base de, on va s'interroger collectivement sur le vivre ensemble, sur la problématique qui peuvent se poser dans nos villes, dans nos villages aussi, hein, pas que dans les villes, et sur un certain nombre de choses qui peuvent amener parfois à des tensions, à des réactions de certains, et puis c'est vrai, une certaine aussi ambiance parfois délétère qui peut exister dans certaines parties de nos villes et dans un certain nombre de nos quartiers. Première réunion, elle a eu lieu le 2 février, donc au Café Olive à Nîmes. J'en profite pour remercier Delio. Il est où Delio? Il a déjà disparu? Il est déjà dehors. Bon, donc Delio, vous le verrez tout à l'heure, qui est propriétaire de ce lieu, donc je le remercie aussi de nous accueillir, mais qui a aussi la particularité d'être un des propriétaires du Café Olive. On suit Delio et son accueil. Donc on a décidé au Café Olive de dire en gros, ben voilà, on va réunir des gens et on va savoir un peu ce qui se dit, ce qui se fait. Donc ça a eu lieu. Et au moment de cette discussion, moi je trouvais intéressant aussi qu'un certain nombre d'entre vous que j'ai sollicité plus particulièrement, je vais y venir, et puis vous allez prendre la parole pour ceux qui le souhaitent et vous présenter, soient aussi acteurs de ce processus de Dessinons notre avenir, et c'est pour ça que j'ai plutôt fait un modèle réduit aujourd'hui. Le but c'était pas de réunir beaucoup de monde dans cette salle, mais plutôt des gens qui ont une spécificité de par leur fonction, leur vie, ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils vivent au quotidien pour certains, dans le cadre de, notamment aussi, ce qu'on appelle les zones sensibles, où on a du mal à les nommer d'ailleurs. On évite de parler de quartiers, parce que les quartiers, il y en a autant, il y en a dans toute la vie, des quartiers, mais la question de zones sensibles, ou dans la question aussi de un certain nombre de territoires dans nos villes qui ont des moyens particuliers, parce qu'on considère que là, il faut mettre un focus particulier par rapport à ces moyens-là. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que je me suis permis d'en solliciter un certain nombre d'entre vous, avec là aussi des horizons différents. Une fois de plus, je vais faire très rapidement comment j'ai construit et comment on a construit cette soirée. Il y a notamment un certain nombre d'acteurs ici présents qui sont on va dire des acteurs particuliers qui animent des associations dans ces quartiers. Donc ils expliqueront un peu ce qu'est leur quotidien, etc. Et puis ce qu'ils vivent autant en tant que dans la fonction associative que dans les citoyens qui sont. Il y a des gens qui sont des gens que j'ai connus. Alors je pense par exemple à Rachid qui est ici, Béjit, et tu expliqueras un peu ton histoire. Mais nous on s'est connus au collège ensemble, quand on était à Juvalès, on a se demain ensemble, et lui à partout particulier puisqu'il est devenu éducateur à la PJJ. Et donc il expliquera aussi les différents points de vue de notre jeunesse et de ce qu'on a connu, et puis de sa réalité de professionnel aujourd'hui. Il y a aussi, et donc je la remercie, alors j'ai oublié votre prénom. Dorian, voilà, qui est responsable au SPIP. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le SPIP, elle l'expliquera, mais en gros c'est dans tout ce qui est du domaine carcéral, hein, donc, qui accompagne dans le cadre de justement l'insertion ou réinsertion d'un certain nombre de gens qui ont fait l'objet d'un certain nombre de procédures judiciaires. Enfin, vous expliquerez mieux que moi tout ce sujet. Et puis des gens aussi qui sont des acteurs à part entière. Je pense donc, du coup je les remercie, alors, je ne sais plus comment on vous nomme, Olivier, les éducateurs de rue, les clubs de prévention, enfin vous expliquerez à deux, parce qu'avec Jean-Marie, vous êtes là tous les deux, au nom d'une association particulière, qui est la DPS, donc vous expliquerez ce que c'est, mais qui intervient au contact direct d'un certain nombre de publics, en tant que, là, pour le coup, éducation spécialisée, dans un certain nombre de ces moyens qui sont mis à disposition, si je peux le permettre, parce que les moyens, on va en rediscuter aussi, mais les moyens qui sont mis à disposition auprès d'un certain nombre de ces quartiers. Rachid aussi s'égare, donc je te remercie d'être venu. Vous êtes venu à plusieurs accompagnés, là aussi, donc en tant que responsable associatif, mais aussi du coup de gens très investis dans le cadre justement de la parole, on va dire, qu'il faut rendre parfois
un certain nombre de ces gens qui ont l'impression qu'on les écoute pas beaucoup. Hein. Je résume rapide, mais c'est à peu près ça. Voilà. Et puis, je te remercie Kader aussi d'être venu, Kader Azeri qui à Rodescent. Alors moi j'ai travaillé longtemps à Rodescent, c'est comme ça qu'on s'est connus, et qui a la particularité d'être commerçant. Donc je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, pour un autre sujet qui est en termes de commerçant ambulant, mais justement, qui m'expliquait par exemple, la dernière fois qu'on s'est vu, je ne travaille pas à Kader par exemple, sur un certain nombre de problématiques parfois qu'on peut rencontrer quand on est commerçant, professionnel, et quand on essaye de travailler dans des zones comme Beaucaire par exemple, hein, tu m'expliquais un peu aujourd'hui les réalités de ce qu'on peut vivre au quotidien. Bon voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on essaierait de souhaiter qu'on partage ce soir, pour pouvoir faire en sorte que bien on essaye d'évaluer sur, très concrètement, c'est pas que de discuter, c'est quelles seraient les priorités et les actions qu'on pourrait construire ensemble. Alors le ensemble, justement, il est important. Je parlais au début avec Rachid, puisque nous on se retrouvait, ça fait quelques années qu'on ne s'était pas vu, mais l'ensemble, c'était l'idée de dire il faut que tout le monde, entre guillemets, se prenne en charge. Il y a les institutions qui doivent jouer leur rôle. Ça c'est évident, et on va y venir sûrement une partie ce soir sur, en gros, la question des institutions au sens d'une mairie, d'une agglo, d'un conseil général, bien évidemment, mais ça peut être aussi, évidemment, et c'est surtout aussi un certain nombre de politiques d'État. Mais au-delà de cette puissance publique, il y a la force de frappe de tous ces acteurs associatifs qui, tous les jours, se démènent pour essayer de faire vivre un certain nombre de choses. Là aussi, comment tout ça peut se construire où chacun a bien sa place, y compris dans les associations qui essayent au quotidien de pouvoir agir. Et puis il y a les acteurs eux-mêmes, les citoyens eux-mêmes, en tant que tels, qui aussi ont leur rôle à jouer, voilà, sans spécialement toujours être dans une logique d'attendre quoi que ce soit. Et c'est ce que certain nombre, ici, tout le monde l'a prouvé, parce que c'est ce que vous faites vous déjà. Mais le débat, c'est comment on peut en entraîner encore plus d'autres pour pouvoir justement être dans cette logique d'action. Et donc, c'est ce que j'essaie de déterminer à travers ce processus de Dessinons notre avenir, c'est de faire en sorte quelles seraient les priorités et ces actions qu'on pourrait mener à court terme. Bon, ça, c'est pour l'action, tout ce qu'on pourrait faire tout de suite, quoi. Peut-être à moyen terme, parce qu'il y en a certaines, il faut qu'on n'en est pas dupe. Il y a aussi un travail de longue haleine, parfois. Donc, je pense par exemple, j'étais au Mas de Mègue, Aline en parlera mieux que moi, parce que c'est elle qui avait provoqué, avec le comité de quartier au Mas de Mègue, la question autour de l'ANRU, qui sont des procédures administrativement lourdes, qui sont parfois longues, mais dont l'objectif est d'avoir quand même un résultat concret sur l'aménagement, pas que des histoires de logement, d'ailleurs l'aménagement global d'un quartier. Voilà. Alors c'est vrai au Mas de Mègue, mais c'est vrai au Chemin-Bas qui a bénéficié de l'ANRU, ou c'est vrai aussi évidemment pour l'ANRU, notamment les deux UP, pour ce qui concerne Nîmes plus particulièrement. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces phénomènes-là que j'aimerais qu'on discute, pour pouvoir faire en sorte, après, eh bien, qu'on interpelle qui de droit, qu'on se mette en réseau, les uns avec les autres, pour pouvoir passer à l'action, quoi. Et qu'on fasse envie à d'autres qui sont peut-être pas là ce soir, et c'était le but, une fois de plus, c'était pas d'ouvrir la porte à une grande réunion publique, c'était pas le but de rentrer à ça, c'était de dire comment on peut, après, derrière, aller à la pêche, entre guillemets, aux bonnes volontés qui pourraient agir. Voilà. Tout ça dans un contexte, et je termine mon propos là-dessus, qui est particulier, parce que il suffit de suivre les médias, il suffit de l'ambiance qui est autour de tout ça, qui est un peu dure en ce moment-là. J'étais à midi, c'est le hasard, hein, c'était pas prévu la même journée, c'est lui qui a décidé la date, mais avec le préfet de région, pour discuter sur un certain nombre de problématiques, notamment, alors là c'est très spécifique, parce que dans mon travail de parlementaire, ça fait partie des travaux que je mène, sur la question notamment de cette problématique du djihadisme, et notamment d'un certain nombre de jeunes, y compris gardois, qui se retrouvent soit à vouloir parfois partir, soit dans ce qu'on appelle des processus de radicalisation, soit carrément qui sont partis pour certains. Voilà. Donc on travaillait ça avec le préfet de région. Le préfet de région qui a une particularité, c'est pas un secret, qui avant d'être préfet de région avait une particularité, qui était directeur des services de la DST. DST, c'est les services de renseignement intérieur, l'ex-DGSI. Voilà, donc il a un regard aussi un peu particulier, quoi, de préfet de région par rapport à ça. Mais le discours qui est tenu, il l'a tenu publiquement, mais il l'a redit au déjeuner, c'est aussi un discours en disant en gros, toutes les réponses ne pourront pas passer par le problème de la sécurité, sur des moyens de sécurité, mais aussi par des réalités éducatives. Donc ça, c'est très bien de l'avoir dit. Après, concrètement, c'est comment ça se traduit, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vous voyez, il y a des gens, on va dire, bon, c'est peut-être dommage qu'il y a eu ce drame, qu'on ait connu début janvier, pour que les gens réalisent enfin qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Mais j'ai envie de dire que, en gros, puisqu'ils sont prêts aujourd'hui à agir, faisons en sorte de leur donner les pistes, tous ensemble, de quel type d'action il faut pouvoir mener les uns avec les autres. Voilà.
Donc une fois de plus, c'est pas qu'un problème d'attentat, de contexte, etc. C'est de dire en gros, puisqu'il y a une émotion créée particulière et un contexte parfois compliqué à gérer par rapport à cette question-là, eh bien faisons en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui disent il faut agir, oui, du Premier ministre, en passant par des préfets, en passant par des élus, en passant par des individus, des citoyens qui disent il faut faire, eh bien, donnons-nous les moyens de faire ensemble. En gros, c'est un peu ça. Voilà le processus de dessinons notre avenir tel qu'il est. Voilà. Et on essaye d'oublier personne, c'est pour ça que quand effectivement on a eu un contact avec Dorian par rapport à cette question du milieu carcéral, c'est aussi, voilà, c'est peut-être un public très spécifique, mais c'est quand même aussi parmi les gros enjeux, puisque aujourd'hui, là aussi, il suffit de lire les journaux pour voir qu'il y a un certain nombre de questions, on va le dire comme ça, qui se posent sur ce type de public et qui font des passages parfois dans la question de prise en charge en termes de justice, et notamment plus particulièrement là, de sanctions, notamment dues par la justice elle-même. Voilà, c'est pour vous poser le cadre, le décor de la façon dont on va poser les choses. Alors, très concrètement, moi ce que je vous propose, c'est qu'il y ait quand même un certain nombre d'entre vous, à partir de ça, qui s'expriment. Donc je vais vous passer le micro pour dire, voilà, son point de vue. Ça peut être un point de vue évidemment très personnel, à partir de sa propre expérience, ça peut être un point de vue aussi de ce qui a été entendu, vous pouvez ramener quelque chose de plus collectif. Et puis à partir de ça, peut-être, quand vous prenez la parole, peut-être si vous avez déjà travaillé des pistes, si vous avez des idées, etc., de ne pas hésiter à les mettre sur la table, si je peux me permettre, pour pouvoir après les échanger entre nous sur cette question aussi de l'action en tant que telle. Voilà, hein, c'est comme ça qu'on fait. Dans un deuxième temps, si on arrive à faire ça, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à la fin, il faut définir 2 février, là on est le 2 mars, on va voir, mais ça pourrait qu'il y ait une troisième forme, peut-être pas sous cette forme exacte, mais une troisième forme aussi de travail avec d'autres types de publics, on va voir, mais en tout cas, je pense notamment à la question des villages, etc., parce qu'on travaille beaucoup sur la question des villes, et du coup, il faut faire attention de ne pas oublier aussi qu'il y a un certain nombre de situations ou de problématiques qui peuvent se poser dans des communes plus petites, on va dire. Voilà. Et donc à partir de là, c'est à la fin de ce processus, c'est d'en sortir un document précis, très concret, à charge pour moi, le parlementaire, de le partager avec d'autres parlementaires, et puis surtout avec notamment ceux qui travaillent là-dessus, c'est la question notamment auprès du gouvernement, pour être clair, et puis pouvoir après, avec les acteurs, les représentants de l'État, préfets de région, préfets, services de l'État, services territoriaux, je pense donc pour le coup à d'autres élus locaux, de voir concrètement donc, si on pourrait ou pas envisager de se mettre tous ensemble pour pouvoir se donner les moyens de réussir tout ça. Voilà, hein, donc c'est d'en faire quelque chose de très précis, de concret. Donc, du coup, quand vous vous exprimez, si vous êtes d'accord, c'est de retenir un certain nombre de choses et qu'on ait une décision. Pour ça, la méthode, comme c'est toujours difficile, peut-être pour certains de s'exprimer, c'est qu'à un moment donné de la soirée, je vous propose juste, ça durera 5 minutes, c'est qu'on distribue, ça on est les rois du post-it, on distribue un petit post-it où chacun peut marquer, alors ne marquez pas 10 parce que sinon ça sera encore plus compliqué, mais chacun peut marquer un sujet particulier dont il aimerait être, ou 2 maximum, dont il pense que c'est une des priorités. Alors on a fait pareil le 2 février. Il y a eu 70 post-it. Et de ça, on a essayé de trier et on retravaille cette question-là. Voilà. Il y a des choses très précises, très concrètes qui peuvent sortir. Voilà. Et donc c'est à partir de ce travail-là qu'on va essayer de créer ce fameux document final qui sera un support pour toutes celles et tous ceux qui voudront bien nous accompagner dans tout ça. Et voilà, donc c'est aussi une certaine méthode de travail. Le post-it, ça permet aussi à ceux qui n'ont pas envie de prendre le micro, mais de dire concrètement ce qu'ils veulent et comment ils le veulent. Voilà. Bon, je vais essayer de ne pas être long, mais il faut m'arrêter. J'ai un administrateur, ils savent bien le faire dans les bureaux et conseils d'administration. Tout à l'heure, en attendant, je lisais, là, il y a un document du Conseil national de la résistance, et je voudrais partir de ça, parce que dans le fond, pour présenter la prévention spécialisée, parce que dans le fond, c'est né de ça, la prévention spécialisée. Pourquoi je veux partir de ça? Parce que je crois que c'est vraiment en lien avec cette question aujourd'hui du vivre ensemble. Et peut-être j'amènerai la réflexion sur la question de la jeunesse et des jeunesses. Mais la prévention spécialisée, c'est un mode d'intervention qui est né dans les rangs de la résistance. Dans le fond, l'idée de la prévention spécialisée, puisque dans la résistance, il y a beaucoup de jeunes, on le dit peu, mais il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont investis dans la résistance. Et donc, de là est née cette réflexion chez certains résistants. Dans le fond, l'avenir d'un pays, ça paraît con, mais c'est bien de se rappeler, l'avenir d'un pays, c'était la jeunesse.
surtout quand cette jeunesse est active et à travers la résistance étaient portées des valeurs qui se sont développées beaucoup à la fois dans l'éducation populaire et dans l'éducation spécialisée. C'était la question d'une jeunesse saine de corps et d'esprit qui était capable qui était dans le fond la société de demain. Après la guerre, il y a eu la reconstruction et au moment de la reconstruction, il y a eu sur des questions éducatives, il y a eu deux courants qui se sont un petit peu questionnés, qui se sont rencontrés. À la fois, ça a été les courants d'éducation populaire, très riches à l'époque, portés par des courants confessionnels ou pas, religieux ou pas, des patronages laïques, etc., à travers des mouvements politiques très forts à l'époque. Et au moment de la reconstruction des grands quartiers, comme ça, ces courants étaient très actifs, très actifs. En même temps, il y a eu un courant éducatif d'éducation spécialisée. Le métier d'éducateur n'existait pas à l'époque. C'était des pédagogues et des juges pour enfants qui se sont mis un peu à réfléchir et en se disant pourquoi? Parce qu'ils ont été alertés, et là aussi, je voudrais faire le lien, parce qu'on a appelé dans les années 50, c'est-à-dire peu de temps après la reconstruction, parce que les blousons noirs, les loupards. Et si vous lisez des textes sur les mouvements de blousons noirs à cette époque-là, c'est tout à fait identique le regard qu'on pouvait porter sur leur comportement et les écrits tout à fait identiques avec ce qu'on peut lire aujourd'hui sur les questions de la jeunesse et des émeutes sur les quartiers. Alors, à ce moment-là, les pédagogues et les juges pour enfants se sont dit, mais cette jeunesse, est-ce que dans le fond, il ne convient pas mieux d'abord, ces jeunes délinquants, de les éduquer? Et on s'est mis à mettre en avant la question du primat de l'éducatif, puisqu'à l'époque, la délinquance était surtout traitée par l'enfermement. Et on s'est dit, bah, ce serait bien que ces jeunes, on aille les éduquer là où ils vivent, sur leur quartier. Et pour les approcher, il y a eu à la fois, il y a eu ce qu'on a créé, c'est l'éducation en milieu ouvert, c'est-à-dire sur mandat d'une autorité, la PJJ, l'ordonnance de 45, qui a posé le primat de l'éducatif dans les interventions éducatives, et en même temps ces mouvements d'éducation populaire qui disent ben, nous on est au contact avec les jeunes à travers les patronages laïques, etc., les mouvements d'éducation populaire, voilà, et le scoutisme bien entendu. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'aller vers les jeunes qui échappaient aux institutions, ces loupards, ces blousons noirs. Alors il y a eu l'action éducative en milieu ouvert, et en même temps on s'est dit ben, là aussi il y a des jeunes qui échappent à cette éducation-là. Comment aller les rencontrer? On s'est dit ben, peut-être en étant le moins marqué institutionnellement possible. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'éducateur de rue, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui n'intervient pas sur un mandat nominatif d'une autorité qui va dire vous vous occupez de Tartampion, mais qui va avoir un mandat territorial et aller au contact avec les publics et les rencontrer selon un principe qui a été fondamental, c'est la libre adhésion des publics. Sous-entendu derrière, s'ils adhèrent librement à cette relation-là, peut-être qu'on pourra retisser des liens avec les institutions, puisque les liens sont rompus, ou en tout cas suffisamment distendus pour que ça devienne problématique. À l'époque, on parlait déjà d'ailleurs de délinquance, hein, très fortement. Par contre, là où je vais insister, et après je vais faire un bond dans le temps, mais ce qui m'intéresse, moi, de dire, c'est qu'à l'époque, ça c'est né d'un regard des adultes qui était dans le fond assez empreint d'une grande culpabilité. La société se sentait coupable en disant mais qu'est-ce qu'on lègue à la jeunesse après-guerre? C'est quoi? La destruction, la guerre, la Shoah. Et je pense, moi, que ça a été un des socles idéologiques très forts qui a permis d'avoir un regard sur la jeunesse en disant c'est une responsabilité des adultes que de s'occuper des jeunes les plus en difficulté. Je le dis parce que finalement, dans le fond, j'ai un peu l'impression, malheureusement, je ne suis pas très optimiste, donc je pense que ça sera qu'un effet, ponctuel, mais j'ai eu l'impression que d'un seul coup, après Charlie, on s'est dit, on s'est posé un peu cette question. On s'est dit, tiens, est-ce que dans le fond, tout ça, c'est pas la résultante de quelque chose d'autre? C'est pas seulement ces êtres, ces sauvageons, ces êtres asociaux, comme ça, qui seraient responsables de leur état, de jeunes, et de jeunes dangereux. Et d'un seul coup, on se dit, est-ce que dans le fond, c'est pas la résultante d'autre chose? D'une société qui a perdu ses normes, ses repères, etc. Donc, sur le moment, non pas que ça m'ait réjoui, loin de là, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, mais je me suis dit, ah, tiens, d'ailleurs,
c'est pas un hasard, puisque pour parler que ce dont je connais, c'est-à-dire la prévention spécialisée, on est dans une période où au niveau national on est en train de disparaître. C'est clair, les conseils généraux sont en train de nous déconventionner à tour de bras. Sur Nîmes, on risque de disparaître à échéance très courte. Et puis d'un seul coup, là, on a vu les ministères s'agiter, interpeller notre instance nationale, le comité national de liaison des associations de prévention spécialisée, et de dire, alors comme ça, il paraît que sur les départements, vous avez chaud. On aimerait bien savoir ce qui se passe sur les départements de France. Et du coup, il y a une commission interministérielle, ministère de l'Intérieur, ministère de la Ville, ministère des Affaires sociales, ministère de la Jeunesse et des Sports, on l'appelle plus comme ça, mais c'est encore ma référence, je fais partie. Voilà, qui d'un seul coup se disent « Ah ben les éducateurs de rue, finalement, c'est peut-être pas si con que ça, peut-être qu'ils servent un peu à quelque chose sur cette question du lien. » Voilà, donc je voulais faire ce petit préambule et après je vais passer plus rapidement. Donc les éducateurs de rue, ils ont d'abord cette approche, on va sur un territoire, et c'est nous qui allons à la rencontre des publics. Voilà. On ne nous oriente pas, on n'a pas de cadre institutionnel. Donc le premier champ d'intervention, c'est de s'immerger sur un territoire. Cette immersion, donc ça va demander un certain temps, on va développer un certain nombre d'outils, au-delà de notre présence, mais notre présence c'est très bien, mais ça ne suffit pas. On développe des outils collectifs, on peut s'impliquer dans des actions sur les quartiers, on est impliqué dans les actions sur les quartiers, on développe nous-mêmes nos outils, qui souvent peuvent s'articuler pour les plus jeunes sur du loisir, du temps libre, en soirée, sur les week-ends, sur les vacances scolaires, où là on va essayer de rencontrer un certain nombre de gamins qui nous ont interpellés ou qu'on nous a orientés, ou on nous a interpellés sur des groupes de jeunes. Et sur les plus âgés, on développe des chantiers, on travaille beaucoup pour les adolescents en lien avec les établissements scolaires, notamment sur le décrochage, en développant à la fois des actions individuelles, mais aussi des actions collectives en lien avec les établissements scolaires. Et pour les plus âgés, un accompagnement vers l'insertion, mais surtout en ciblant des jeunes qui sont le plus éloignés des dispositifs d'insertion, en développant des chantiers éducatifs à la mesure de nos moyens. Donc ça, c'est un petit peu, cette approche, c'est ça, c'est un travail dans la rue, des actions collectives et des accompagnements individuels. Et on va essayer d'équilibrer tout ça et de faire que notre action sur les territoires rencontre un maximum de public. Donc tout ça, ça s'inscrit dans un maillage partenarial. On n'a pas la prétention de résoudre quoi que ce soit à nous seuls, mais bien de nous articuler avec l'existant. Il y a la prévention primaire. La prévention primaire, c'est des structures comme les 1000 couleurs qui développent de l'animation socioculturelle et des formes d'accueil de prévention primaire. Les établissements scolaires. Il y a les modes de prise en charge spécialisés, les maisons d'enfants à caractère social, l'action éducative en milieu ouvert, mandatée, et j'allais dire un peu entre les deux. Il y a les éducateurs qui sont un peu à l'intersection de ces logiques, qui essayent de mailler quelque chose pour des publics qui échapperaient plus ou moins, ou qui seraient en difficulté avec les institutions. Voilà, alors pour la ville de Nîmes, c'est modeste, puisque actuellement nous avons 10 éducateurs qui travaillent sur la ville de Nîmes. Pour vous donner une idée, il y en a, on va dire, 50% sur chemin Bamas-de-Meung et 50% de l'équipe qui est sur Pissevin-Val-de-Gour. Pour vous donner une idée, ce groupe interministériel qui nous a interpellés récemment a fait quelques préconisations, en tout cas en disant, mais dans le fond, quel ratio serait intéressant en termes si on devait quantifier la présence d'éducateurs de rue sur les territoires politiques de la ville. Et c'était un éducateur pour 1000 habitants. Donc c'est sûr que si on appliquait ce ratio, sur Pissevin-Val-de-Gour, il y aurait 17 éducateurs, et sur chemin Bamas-de-Meung, il y en aurait 11. Quoi. Voilà. Donc je suis pas sûr que... Je crois aussi, pour être tout à fait honnête, qu'on en mettrait 25, on ne résoudrait pas non plus les problèmes, parce qu'effectivement, l'action de la prévention spécialisée, j'insiste, ça n'est qu'une pièce dans un maillage. Ce maillage, ça s'appelle la cohésion sociale, et à notre manière, je crois qu'on intervient là-dedans. Pour ce qui est de chiffres très concrets, sur la ville de Nîmes, en accompagnement individuel des éducateurs, on accompagne entre 350 et 450 jeunes par an.
Mettez ça à l'échelle des 10 éducateurs, sachant que ça n'est qu'une partie de notre action, puisqu'on développe aussi des actions collectives. Donc on pourrait à peu près multiplier par 2 le nombre de jeunes qui sont plus ou moins directement, qui rentrent en contact plus ou moins directement avec les éducateurs de prévention spécialisés. Voilà, donc j'insiste beaucoup sur 2 choses pour terminer. C'est à la fois ce double ancrage éducation spécialisée, éducation populaire, parce que l'approche de prévention spécialisée, c'est considérer que pour faire bouger un gamin, un individu, j'ai oublié de dire, on intervient sur un public 12-25 ans. Il convient aussi de mettre en place des actions qui permettent d'abord de faire bouger son environnement. Donc là, on est aussi dans cet ancrage qui pourrait relever du développement social local ou de l'éducation populaire. C'est vrai que moi je suis invité par Christophe aujourd'hui, je suis un peu surpris, parce que moi c'est vrai que je le connais depuis l'âge de... On était au collège ensemble, et c'est vrai que quand il m'a donné le thème vivre ensemble, moi je ne le dirais pas comme ça, je ne dirais pas vivre ensemble, mais revivre ensemble. Je veux dire pourquoi? Parce que moi, tu étais au Mas de Meg avec moi, au collège, et c'est vrai que tu as vu comme moi comment ça s'est détérioré. Parce qu'avant, on vivait ensemble, on étudiait ensemble. Il n'y avait pas de soucis particuliers, enfin si, il y avait des soucis particuliers, mais le cadre de vie n'était pas le même, les relations n'étaient pas le même, le quartier n'était pas pareil. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a glissé tranquillement vers cette détérioration des conditions de vie des gens, des relations entre les gens. Et c'est ça que je me suis posé comme question en arrivant aujourd'hui, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui a pu se passer à un moment donné? Alors après, on en parle un petit peu, je ne sais pas, il y a de multiples raisons, le quartier, le cadre de vie qui se détériore, les bâtiments, etc. L'école, j'ai été choqué parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, il n'y avait pas un grillage avant. Et c'est devenu presque un bunker. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, des jeunes qui de plus en plus galèrent pour trouver du boulot, pour des formations, le commerce, tu te rappelles bien. Je parle aux deux parce que bon, moi je suis un peu un ancien, parce que ça fait 40... Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tout ça a fait qu'on en est arrivé là. Alors maintenant, comment faire pour essayer de revivre ensemble? Moi je dis pas vivre, je dis revivre ensemble, parce qu'on a pu vivre ensemble. Avec nos différences, avec nos origines, avec nos religions, qui étaient un peu représentées, mais qui étaient là. Je sais pas, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Bon, maintenant, tout le monde, depuis les attentats, tout le monde a théorisé tout ce qui s'est passé. La grande question, c'est pas pourquoi, c'est comment on va arriver à faire en sorte de s'en sortir. Alors après, il y a le cadre de vie qui doit changer. C'est vrai que ça n'a jamais été comme ça. Hein. Moi, je veux dire, ça n'a jamais été aussi sale. Les conditions de vie des gens sont difficiles. En plus, on a fait en sorte qu'avant, moi je me rappelle quand j'habitais dans les immeubles avec mes parents algériens, français, réunionnais, portugais, maintenant on a mis toutes les mêmes origines ensemble, mauvaise idée, donc peut-être reconstruire ça. Au niveau des jeunes, on les voit tous galérer, comment faire? Bon, la prévention spécialisée est là, mais il faudrait encore plus, parce qu'il y a des jeunes qui ont besoin quasiment d'un quotidien, au niveau de leur démarche professionnelle. Bon, pour les délinquants, c'est encore un autre débat, parce qu'il y en a certains qu'il faut accompagner différemment. Après, au niveau des commerces, comment faire en sorte que ça puisse un peu plus s'ouvrir vers l'extérieur? Parce que c'est vrai que c'est vraiment que les gens du quartier qui vont là, donc c'est moins ouvert sur l'extérieur. Voilà, quoi, c'est l'école, tu as connu Jules Vallès, il y avait tout Courbesac qui venait, il y avait des gens de la ville, maintenant c'est que le quartier qui va au collège. Pourquoi? Donc rouvrir ça pour qu'on puisse au moins recommencer à se redécouvrir et repartir ensemble. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai rien préparé de spécifique. Mais voilà, moi c'est mon témoignage de 30 ans, même si j'y vis plus depuis un certain temps, parce que mes parents y sont encore, de 30 ans, de comment ça a pu se détériorer. Je suis presque sûr qu'à la ZUP c'est pareil, partout pareil. Et c'est vrai qu'après il y a des jeunes qui ont fait des associations. Le club de foot, c'est la première fois que je vais à un club de foot avec un siège. Moi j'ai connu le Mas de Meg, il y a eu au moins 10 clubs de foot, il n'y en a aucun qui a tenu. Il n'y a pas de stade? Ouais, mais il y a un siège, mais il n'y a jamais eu de siège. Donc au moins ça fixe un endroit, c'est un endroit où il va, et en plus ils tiennent de la route, puisqu'apparemment ils ont des bons résultats. Je sais que la maison de quartier Jean Paulhan, il y a toujours eu une dynamique associative assez importante, hein. Et heureusement qu'ils sont là aussi pour les mères, pour les jeunes, pour le soutien scolaire. Mais voilà quoi, moi je dirais pas vivre, mais revivre ensemble. Parce qu'on a pu vivre ensemble alors. Pour rejoindre un peu ce que disait Rachid, c'est que il parle d'une autre génération, je suis à peu près juste celle de derrière, donc c'est vrai qu'on a vu un peu le quartier changer. Tout le monde connaissait tout le monde, on avait... C'était très mélangé, avec un gros mélange. Aujourd'hui, on a une grosse population, je veux dire, entre guillemets, maghrébine sur le quartier. Mais bon, est-ce que, la question que je me suis posée, moi, c'est est-ce que ça a été voulu ou pas? De tout après, c'est une question aussi de loyer.
Il faut dire que sur le Mas de Meng, les loyers sont pas chers, donc moi-même j'y habite toujours aujourd'hui. Pour revenir après un peu sur nous, ben, écoutez, on a un petit club de foot. Je remercie aujourd'hui, vous parliez de siège social, je remercie aujourd'hui Mme Galis qui nous a permis aussi d'avoir ce siège sur le Mas de Meng. On essaie de faire un petit travail, du moins avec tous les bénévoles qu'on a sur tous les jeunes, mais surtout on se concentre sur l'école de foot. Sur les seniors, on n'y arrive plus. Sur ce qu'on appelle les seniors, quand je vous dis les seniors, c'est les 18 adultes et au-delà. Moi particulièrement, je n'ai pas voulu y travailler. Tu dis pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai marre d'aller un dimanche, j'en ai marre d'aller me battre, j'en ai marre d'aller séparer, j'en ai marre, voilà. Donc je préfère me concentrer sur l'école de foot et justement prendre ces jeunes déjà tout petits et évoluer avec eux tout au long de leur parcours, ne serait sportif, scolaire, puis après je sais pas trop quoi redire quoi, donc moi je vais juste te relancer parce que comme on a déjà discuté, mais il m'a raconté une anecdote, si tu es d'accord que je la raconte, par rapport au respect d'un certain nombre de jeunes te concernant par rapport à... Alors je ne vais pas raconter l'histoire que tu m'as racontée, mais bah, si je te tutoie, tu me tutoies, parce que sinon, je dis vous moi aussi. Mais donc, par rapport à... il m'expliquait par exemple un jour, il y a des jeunes gens, plus jeunes évidemment, qui déconnaient, on va le dire comme ça, hein, qui déconnaient sérieusement. Voilà. Et donc il les a vus et... Non, c'est parce qu'on t'a demandé voilà, d'intervenir, et donc il est intervenu, il l'a vu, puis il y a eu une altercation, on va le dire comme ça, un peu costaud, entre lui et les jeunes, qui se sont un peu rebiffés. Et il m'a raconté que l'altercation a été violente et qu'il a dû, lui, faire preuve de dire, en gros, ça va mal tourner, donc il s'est fait respecter, on va le dire comme ça. Voilà. Et il me racontait que le lendemain, je vais vite exprès, le but c'est pas de raconter l'altercation, mais le lendemain, le jeune vient frapper à sa porte et il est venu s'excuser. Et donc, à travers ça, c'est ce que moi je retenais, mais tu dis si c'est la même chose, c'est aussi une sorte de respect mutuel par rapport à un certain nombre de gens aussi qui font des choses, qui agissent, qui vivent dans le quartier, ce qu'ils m'ont raconté, hein, qui sont là tout le temps, c'est vrai pour d'autres, et qui à un moment donné, même il peut y avoir l'explosion, on va dire, du jeune en question, qui sur le moment est pris sur le fait et pas parmi, puis il y avait peut-être d'autres autour, donc il n'avait pas envie de se faire stigmatiser, donc il est bien. Et puis après quand même, il y a une sorte de mécanique qui fait que voilà, je respecte. Ce travail-là, je pense qu'il est important, c'est aussi la confiance qu'on peut avoir avec des individus parce qu'on les connaît, parce qu'on sait ce qu'ils font, parce qu'on vit avec, etc. Voilà. C'est parfois plus dur quand il y a quelqu'un qui débarque, je parle par exemple, je ne veux pas stigmatiser, mais un policier qui débarque les je ne sais où, qui lui n'a pas la relation dont on parle, et qui du coup, voilà, la relation va être plus compliquée. Et donc c'est aussi la question de la confiance, c'est ça que je voulais dire. Moi, à travers ton histoire, ce que tu m'avais raconté, c'était la question de la confiance qui peut se créer, et de la façon dont on peut quand même amener un certain nombre de choses, chacun après ce qu'il est, le caractère qu'il est, et ce qu'il peut développer, par rapport aussi au fait que on refait réapparaître cette question de, ben, en gros, de toute façon, on va vivre au même endroit, hein, donc il faut qu'on arrive à peu près à se caler sur à peu près des règles qui sont entendables. Voilà. Donc ça, c'est un point très très important, parce que quand on dit qu'il faut intervenir ou mettre des moyens, etc., c'est déjà aussi qu'il y a une confiance mutuelle, il y a une confiance de celui qui intervient et celui qui, du coup, en face, va donner aussi une partie de, voilà, de ce qui est. Voilà. Donc je me permettais de raconter cette histoire, parce que je trouvais que c'était vraiment un exemple concret de ce qui peut se faire. Alors comment tout ça s'emboîte entre des éducateurs qui interviennent au Mas de Meng, il l'a dit, hein, Olivier, des gens au quotidien, associatifs, etc., qui, ben, régulièrement dans les entraînements, tout ça se démultiplie, mettre des moyens, mettre de l'énergie pour que ces jeunes puissent... voilà, je le redis quand même, les entraînements de mémoire, hein, venir, tu me dis pas de bêtises si on fait à Jean-Bouin, hein, c'est ça, parce qu'au Mas de Meng c'est pas possible. Bon, alors tu me diras, tout le monde dira, les bonnes pensées diront, ben, c'est mieux, ils sortent du quartier, sûrement. Mais c'est aussi comment on y va et comment on revient. Donc voilà, parce qu'il y a un vrai problème d'infrastructure, j'insiste un peu sur ce sujet, même si c'est bien d'aller faire du foot ailleurs, etc. Bon voilà. Donc ça fait partie aussi de ces enjeux très concrets, de la façon dont aussi on vit dans son environnement et dans son quartier lui-même. Voilà, je suis Nathalie Galis, responsable du carrefour associatif. Donc association qui est sur le quartier de Mas de Meng depuis 23 ans, si mes souvenirs sont bons. On fait accompagnement des familles, accompagnement des enfants. Donc on regroupe tous les soirs
210 gamins à peu près sur l'accompagnement scolaire du CPL terminal pour 140 familles qu'on suit régulièrement, avec qui on vit régulièrement. Je vais revenir sur quelque chose, c'est l'histoire du collège par exemple. On parlait tout à l'heure du collège du Vallès et de l'évitement. Il est vieux l'évitement du collège du Vallès. Donc, lorsque je suis arrivée à 79 sur le quartier, déjà il y avait une promesse de fermeture parce que Pouls et Colossal ne voulaient pas venir sur le collège du Vallès. Donc finalement, on traîne ça. Des années ça va un petit peu mieux, des années ça va un peu moins bien. Mais on traîne ça depuis des années, on en parle beaucoup et en fait il n'y a rien qui change, j'allais dire, au fil du temps. Ce qui est important, je crois, sur les quartiers, on n'est pas des extraterrestres. On est des gens comme tout le monde, comme tout un chacun, et que ce que tu viens de dire est important, c'est l'histoire de la confiance. Je crois que si on veut avancer, n'importe où d'ailleurs, mais à plus forte raison, dans des coins peut-être où la galère est un peu plus compliquée, hein, parce que pour des tas de raisons, il faut que les gens y fassent confiance. Et on ne peut faire confiance que lorsqu'on connaît, quand on est rentré en relation qu'on connaît. Alors j'ai envie de dire, il faut absolument laisser des gens à long terme travailler, tranquillement, au jour le jour, que ce soit dans les écoles, les collèges, les associations, les CMS, je vais y arriver, centre médico-social, hein, par exemple, centre social, etc. Tous ces gens-là qui font, les gens qui travaillent sur la poste, les gens qui travaillent, que tous ces gens-là soient des repères, j'allais dire, quelque part à un moment donné, tout le monde là, et qu'on puisse dialoguer. Et on s'est traité que quand on arrive à discuter et à dialoguer, il y a plein de colères quand elles sont dites à quelqu'un qui s'apaise et qui peuvent faire qu'on vivra ensemble beaucoup mieux. Je crois que l'histoire, celle-là est importante. Voilà. Bonjour, je m'appelle Rachid Sekar, habitant depuis Sévin. Salut Samir. Je suis bénévole à l'association Humanime. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent sur Facebook, l'association Humanime, c'est une association qui travaille dans l'humanitaire, voyage humanitaire vers le Maroc. On ramène des couveuses dans les orphelinats ou dans les coins reculés, pas dans les villes, parce que les villes, il y a plus de moyens, on identifie les endroits où il n'y en a vraiment pas. Des chaises roulantes, du matériel paramédical. Là, normalement, il y a un groupe qui part au mois d'avril pour faire de l'action d'animation et formation premier secours des animateurs dans un orphelinat au Maroc. On monte une école de foot au Burkina Faso et pas mal d'autres projets. C'est du soutien scolaire, c'est l'aide aux associations. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis en formation DEGEPS au CMEA Franca à Montpellier. Je fais le trajet de Montpellier tous les jours. Je suis en stage au Conseil Général. J'ai en charge la coordination de projets de territoire de la communauté de communes de Vauvert et Génolac et d'autres communes. Moi, j'ai commencé aujourd'hui la formation, le stage. Je peux revenir sur le sujet où je vous ai tous interpellés depuis le mois d'avril dernier, c'est-à-dire l'abandon des territoires. Pour moi, je vais l'appeler comme ça, c'est l'abandon des territoires, c'est même pas le djihadisme ou autre chose, c'est l'abandon de territoire des pouvoirs publics qui ne laissent pas d'autres interlocuteurs aux jeunes que la délinquance ou les radicalismes religieux. Et encore, le radicalisme, c'est souvent Internet. C'est même pas des personnes, oui, il y a des personnes relais, c'est sûr et certain, mais on leur laisse pas d'autre choix. Parce que moi, je peux même faire mon mea culpa pour moi, parce que au sein de l'association, on touche que les 6-12. Tous parce que c'est par facilité. Les 13, 17, 14 et plus encore, il n'y a personne qui les veut. Moi, je sais que le samedi, dimanche, le soir, il y a des jeunes qui sont venus me voir, Hassan et moi, pour tourner un film. Mais en semaine, il n'y a personne. On a tous des heures de bureau. Mais tous, hein, que ce soit la prévention spécialisée, nous tous. Si on ne le fait pas sur le bénévolat, les jeunes, eh ben, ils se trouvent des portes fermées, ils sont dans les cages d'escalier, dans les bars, dans les chichas. Ils ont qui pour leur parler? Des délinquants, des braqueurs ou des caves. Et il va falloir que tous on se mette au boulot. Voilà, on travaille ensemble, voilà, on mutualise les moyens. Il a des compétences, on ramène nos jeunes 6, 12, 17, des fois on ramène des jeunes, ils vont faire leurs stages de danse là-bas qui sont normalement des stages payants. Et lui, quand il a besoin de nous, on met à disposition un animateur avec des véhicules et on voyage en France. On essaye.
Après, il y a l'AS Nîmes, futsal. On va faire un stage de foot dans pas longtemps. Il y a kickboxing avec Christian Panzani et d'autres associations, les arts martiaux, où je pourrais dire plein de choses sur les arts martiaux. Et moi, il y a des... Au niveau politique de la ville, on peut... Quand on est mal vu par la mairie, on ne peut pas avancer. C'est simple, parce qu'au niveau politique de la ville, s'ils disent non, tout le reste dit non. Et du coup, on se retrouve à se débrouiller. Du système des... Moi, j'ai investi dans l'enregistrement, je l'ai posé dans l'association, hop, on a pris des tatamis, on a sonorisé le mur, mais c'est sur nos fonds propres. Ahmed, le président de l'association, il a vendu un kangou personnel pour acheter le premier minibus, et ainsi de suite. Et les associations, aujourd'hui, elles se retrouvent, si elles ne sont pas suivies par les collectivités, elles ne peuvent pas avancer, ou alors c'est vraiment des forces humaines. C'est même pas... Des fois, oui, on est bloqué et on arrive beaucoup plus avec les forces humaines que par du saupoudrage où on se retrouve acheté à dépendre des ceux. Il faut plaire à un tel élu et autres. Que ce soit la danse, le chant, le foot, le cinéma, le théâtre, c'est des outils de citoyenneté. Si vraiment il n'avait pas à cœur l'éducation de la jeunesse, il serait resté avec Madonna, je serais resté au Club Med ou à Sofitel, là j'étais relations publiques, j'étais bien, toi tu travaillerais, tu serais au foot. Voilà, c'est des outils et que on est complémentaires avec l'éducation spécialisée. Quand ils sont avec nous, ben, ils ne sont pas en train de faire des conneries ou en train de s'ennuyer contre le béton brut, à se donner de mauvaises idées, qu'est-ce qu'on fait, il y en a un qui a une mauvaise idée, et ben hop, ils suivent. Parce que souvent, ça part de là, 13, 14 ans, 12 ans, pour acheter un premier paquet de cigarettes ou parce qu'ils ont besoin d'argent pour acheter un sandwich, pour aller au coiffeur, pour n'importe quoi. Et ça commence là. Et après ça devient facile, on fait un autre truc, ça devient plus gros. Moi, au mois de novembre, j'ai mis une photo sur Facebook que tu as vue, suite à un jeune qui est décédé en jouant avec un fusil. Il avait 17 ans, je l'avais au centre de loisirs, j'étais avec son père, j'étais pas bien. Donc pour dire que la culture, le sport, quand on dit que la police elle n'a pas à jouer avec des enfants, que les pompiers ils n'ont pas à faire des activités avec les enfants, non au contraire il faut déjà qu'ils aient l'habitude de les voir. Je travaille avec Jean-Pierre Fellman, il est payé à tourner avec la voiture dans le quartier, à rencontrer les gens, à faire du lien social. Avant il y avait 3 caillassages par jour, aujourd'hui il y en a 3 par an. Bonsoir, je m'appelle Samir Chabani, donc je suis danseur chorégraphe à la base depuis 24-25 ans. Quand je me déplace, que ce soit l'international, Europe, etc., je suis représentant nîmois. Voilà, je suis un crocodile, je suis un représentant nîmois. Donc c'est ce que j'essaie de transmettre à la nouvelle génération, ce qui est extrêmement difficile pour pouvoir retrouver réellement une génération qui a envie de se battre et qui a envie de croire aux valeurs de la danse que nous pratiquons, qui est la danse hip-hop. Le message de la danse hip-hop ou la culture hip-hop n'est pas négatif. Faut pas, enfin, comme on dit aux parents, voilà, c'est pas parce que vous voyez dans les clips, c'est un message négatif. Excusez-moi les termes, les flingues, les filles dénudées, etc. C'est pas du tout le message du hip-hop. C'est le message réel, c'est peace, love and unity. Donc je pense que c'est la même chose aussi pour nous, Français et représentants nîmois. Je me bats, moi, depuis des années. La structure a été ouverte en 98-99, qui s'appelle Innova Son Rythme. Innove, I2NOV-A, espace S-O-N, espace R-Y-T-H-M. Voilà. Alors j'ai aussi plusieurs casquettes. Voilà, ben, forcément, quand on danse, on a une passion, mais bon, on ne peut pas manger aussi à côté, parce que c'est extrêmement difficile. Donc du coup, je rejoins aussi la DPS par rapport à ça, parce que j'étais aussi éducateur contractuel, je travaillais un peu en pharmacie. Bref, mais tout mon temps, tout le temps qui me reste, je le donne à la jeunesse, et à la jeunesse nîmoise ou gardoise. Ce que je veux expliquer, ça c'est compliqué parce que nous avons beau déposer des dossiers de subvention à maintes reprises, et c'est toujours le même discours. Soit on n'a pas de retour, soit on n'a pas d'appel, soit ben écoutez, désolé, on procure les subventions pour les grosses structures. Et aujourd'hui, à ce jour, on subventionne beaucoup plus les événements
un événement, je sais pas, un concert voilà, ponctuel, c'est 200 000 euros, ouais, c'est cool, c'est 200 000 euros, mais bon. Enfin, notre jeunesse, comme le disait tout à l'heure, monsieur, excusez-moi votre... Olivier. Le disait, je pense que on a besoin de former et on a besoin de transmettre, on a besoin d'éduquer nos jeunes et nos enfants. Mais enfin, je pense que, excusez-moi, hein, mais l'État est en partie aussi, bien entendu, responsable de leurs enfants, c'est-à-dire nous, parce que nous sommes aussi encore des enfants, enfin, je pense à leurs yeux. Ce que je veux préciser, c'est que on a ouvert un centre de formation de danse hip-hop. Encore une fois, ben, comme tu dis, voilà, à nos frais. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet de ma carrière. J'ai dansé avec des artistes internationaux, Busta Rhymes, Madonna, etc. À mon retour, j'ai investi justement sur la structure parce qu'on n'a pas eu justement de soutien, que ce soit financier ou même un soutien moral. Ça ferait plaisir. Donc on a pris un local en collaboration avec une association qui s'appelle Denis Musique, qui est un studio d'enregistrement. On est à la place Montcalm. On est ouvert, donc j'ouvre moi de 13h à 21h, voire 22h des fois. Donc je fais de l'accueil. Je fais de l'accueil déjà autant sur le côté artistique, musique, danse, l'histoire de la danse hip-hop, tous les points positifs qu'amène la danse hip-hop et la culture hip-hop. Et à ce niveau-là, les enfants, ça leur permet aussi d'avoir un lieu de vie où ils peuvent venir s'entraîner. On a investi dans un peu de sono, etc. Donc ils sont je travaille beaucoup sur l'autonomie aussi. Donc on essaie de leur montrer aussi certaines choses qui font qu'ils puissent apprendre et qu'ils puissent développer eux-mêmes ensuite. Quand ils ont un peu de temps, j'ai un petit coin pour qu'ils puissent finir leurs devoirs. Et pour moi l'important c'est là aussi. On joue un rôle où, normalement on devrait être, je vous disais tout à l'heure, 15 ou 11 par quartier. Voilà, c'est assez compliqué. Voilà, c'est assez compliqué. Mais moi je garde espoir. Je suis revenu justement chez moi. Quand je dis chez moi, c'est ma région. Je transmets ce que j'ai, ce que je suis. Et le but justement, c'est que ces jeunes-là, comme tu disais tout à l'heure, on touche nous des enfants de 6 à aller, après des ados adultes aussi bien entendu, mais voilà, le but c'est d'être ouvert justement après 17h ou 18h, parce qu'il y a les centres socio-culturels aujourd'hui clôture à 17h30, 18h, les associations n'ont plus accès. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'accueil pour les ados et les jeunes, ce qui fait que je pense qu'ils sont laissés aussi au dépourvu. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit revoir et qu'on doit remettre au clair. Concernant, je pense qu'il faut revoir aussi ce système-là. Voilà. Après, je ne vais pas parler de la ville de Nîmes, voilà, parce que je pense que... Voilà. Il voulait rajouter un truc. D'accord. Vas-y. Non, mais je disais simplement que... il y a autre chose quand même. Quand vous passez au carré d'art, quand vous voyez les jeunes danser derrière, c'est petits, c'est jeunes, c'est nos jeunes. Moi, je suis passé par là. Depuis 98-99, on s'entraînait à l'extérieur, on s'est toujours entraîné à l'extérieur, notamment aussi à la gare, mais parce qu'on n'a pas de locaux. Et on nous demande toujours, écoutez, il y a des centres socio-culturels, allez-y, forcément. Mais le but n'est pas de rester dans le quartier, et le but de la culture hip-hop et le but de ma structure, de notre structure, c'est aussi la mixité, c'est de les faire sortir aussi du quartier. Et aujourd'hui, notre structure évolue bien, sans soutien financier, mais avec la force morale, avec la passion aussi, et l'investissement, vraiment l'investissement des jeunes. L'investissement des jeunes
qui deviennent eux-mêmes ensuite je dirais, acteurs et militants de ce que nous faisons. Je pense que c'est autant dans le football, autant dans la danse hip-hop, autant en tant qu'éducateur, je pense que c'est de l'éducatif, et que ce soit artistique ou sportif. J'ai des jeunes, moi, qui ont 12-13 ans, qui s'entraînent au carré d'art, parce qu'ils aiment sortir au carré d'art, il y a le soleil, voilà, ils ont envie aussi de s'entraîner un peu à l'air libre. Mais j'ai 2 jeunes qui ont pris des PV de 80 €, je le dis, hein, ils ont 14-15 ans, ça fait 3-4 PV qu'ils prennent. On a beau aller voir la ville de Nîmes en leur disant mais écoutez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, ben non, mais vous n'avez pas le droit d'être là. Ok, ça marche. Ben voilà. Enfin, quelle est la solution? Aujourd'hui, on présente des constats, on est sur le constat, on est sur des solutions, on est sur des actions que je connais parfaitement bien, mais on n'a pas encore parlé une seule fois des causes. Et moi, ces causes, je vais vous dire ce que j'en pense, parce que sinon je ne peux pas comprendre ce qu'on fait. Je fais partie de cette génération qui a conduit à cet état. Nous sommes un certain nombre ici à faire partie de la génération qui vous a mené à cet état. C'est notre faute. On n'a jamais connu ce qui se passe en ce moment. Jamais, à Nîmes, j'ai connu ça. Jamais j'ai connu le racisme. Jamais j'ai connu l'exclusion. Jamais j'ai connu la délit des faciès. Jamais j'ai connu tout ça. C'est notre génération, nous sommes la cause de votre malheur. Je dis bien votre malheur. Parce que c'est dommage. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas supporté tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça c'est mon analyse, Christophe. Et si tu es député, si tu fais ça, c'est pour te faire remonter, pour te donner de la matière. On va commencer par, si vous permettez, par faire une petite analyse politique. Parce que c'est là que ça se passe. À notre époque, il y avait le Parti communiste. Et toute jeunesse se construit sur le non. Le non à l'institution. Je me construis en tant qu'homme quand je m'oppose. Et on s'opposait, on faisait la révolution. Moi j'ai fait 68, je ne sais pas si c'était un 68, moi j'ai fait 68, j'ai laissé d'OD. Tu aussi tu as fait. Non, t'étais pas né, moi je l'ai fait. Je l'ai fait 68. Je me suis construit dans 68. Je suis allé manifester à 68. Je suis allé à Dodé faire des réunions extraordinaires. Je me suis bâti, et ma sensibilité d'homme et ma conscience d'homme. Mais c'était un non révolutionnaire. Aujourd'hui, le non, il n'est pas révolutionnaire, il est conservateur. Aujourd'hui, lorsqu'on dit non à la société, on dit non en votant FN. Qu'est-ce que c'est que le FN? Ce sont des conservateurs extrêmes. On l'a complètement oublié tout ça. Cette éducation qu'on aurait dû vous donner, cette transmission de l'histoire, vous faire prendre conscience, cette génération, ce que c'est que l'extrémisme, ce que c'est que le racisme. Nous ne l'avons pas fait. L'éducation, ce député. L'éducation. Nous avons failli. Nous avons failli sur les programmes. Nous avons failli sur la formation des hommes. Nous n'avons pas formé. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, avant qu'il décède, Aimé Césaire, qui était un grand poète antillais, lorsqu'on lui posait la question sur les valeurs de la République, disait, à cette époque-là, je pense qu'aujourd'hui, il n'irait pas faire pareil. À cette époque-là, il disait, la liberté, oui, en France, on peut dire que nous sommes libres par rapport à notre pays. L'égalité, il disait, oui, on peut dire qu'il y a une certaine forme d'égalité, l'accès à l'école jusqu'à 16 ans obligatoire, etc. Pourquoi pas. Mais il disait, la fraternité, il n'y en a pas. Déjà, il y a 15 ans, la fraternité n'existait pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de fraternité. On parle de laïcité. La laïcité, c'est un concept moderne. Et on est en train de le faire passer pour un concept ringard. C'est un concept absolument moderne. On tend vers la laïcité. On tend vers l'égalité. On tend vers... Ce n'est pas un acquis. On le fait passer comme étant un acquis. Ce qui veut dire que nos jeunes se construisent comment? Sur quoi ils s'opposent? Qu'est-ce qu'il y a en face d'eux? Qu'est-ce qu'on leur propose? Sur les valeurs, parce qu'on parle des valeurs. Plus grand chose. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? De la spiritualité? Un sentiment de morale? Un sentiment de valeur retrouvée expliqué par des prêtres, des imams, des pasteurs? Puisque dans la famille, il y a des problèmes économiques considérables.
Ils vont chercher de quoi se construire un référentiel. Nous avons la faute de laisser tout cela entre les mains de charlatans, de JB d'un charlatan. Monsieur le député, la carte scolaire, qui c'est qui l'a mis en place? Les politiques. Les conséquences de l'abandon de la carte scolaire, plus de mixité. Plus de mixité. Et je vais être un peu plus sévère avec vous, les politiques, et pas avec toi, Christophe, mais avec les politiques en général, à faire remonter peut-être. Le 11 janvier, nous sommes tous retrouvés sur la valeur de la République. Moi, j'ai chialé devant mon poste, comme une madeleine, et je sais que je ne suis pas le seul. On s'est tous retrouvés dans la rue. On a tous dit, nous sommes tous Charlie. 15 jours après, les politiques, ils avaient tout oublié. Et nous avons, nous, accepté que les politiques l'oublient. Ils sont responsables. Ils sont responsables de ne pas s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre jeunesse. C'est vous l'essentiel. C'est plus nous. C'est vous. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est une révolution qu'il faut faire. Dessinez-moi notre avenir. Il faut changer les crayons. Ces crayons-là, ils sont plus bons. Il faut changer le référentiel, monsieur le député. Christophe, faire remonter qu'on peut, quand on est en péril, faire appel à l'unité nationale. Même si on doit s'entendre avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas forcément bien tous les jours, si on est des républicains. Moi, je suis un républicain, je suis capable m'entendre avec n'importe qui. Je suis capable de m'engueuler avec n'importe qui, politiquement. Mais à l'essentiel, j'y reste. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le politique qui faillit, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous devez, vous devez prendre en charge quelque chose qui doit être prise par la cité, les actions associatives, tu as 1000 fois raison. Les politiques les donnent, ils saupoudrent, ils tiennent les gens, c'est malhonnête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que les collectivités sont maîtres à ce point-là de la destinée du social? C'est extrêmement grave. Si on considère que les associations ont un rôle citoyen, elles veulent le jouer. C'est intéressant d'être association. C'est un espace de liberté formidable. C'est extraordinaire. Il faut les garder, mais il faut donner les moyens. Et c'est le politique qui donne les moyens. C'est le politique. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, proposer à notre jeunesse uniquement des prêches, uniquement des projets à très long terme, la somme de temps est très importante, elle est majeure. Là j'entends des réponses à court terme. Je suis d'accord avec madame. Il faut taper sur le long terme. Le long terme, c'est quoi? C'est reconstruire notre cité. Ça veut dire quoi? Les lieux d'habitation, c'est des priorités. Mais c'est des priorités ensemble. Tous les politiques doivent se mettre ensemble. Au bout d'un moment, si vous ne faites pas ça, vous les politiques, vous laissez à d'autres, qui sont des conservateurs, prendre le pas. Et aujourd'hui, ils ont pris le pas dans l'esprit des gens. Deuxième, je prends un peu la parole, j'en profite, après je la choisis. Deuxième responsable, après les politiques, les médias. Ce n'est pas normal que chaque fois qu'il y a un paix de travers, quelque part, ce soit monté en épingle. Moi j'ai écouté, j'étais atterré de ce que j'ai entendu sur RMC ce matin. Atterré. C'était l'apologie du Front National. Le Front National, paraît-il, il connaît parfaitement il sait tout. Il sait tout ce qui se passe. C'est hallucinant. Et la presse qui le reprend. J'aimerais, mais on l'a déjà dit, il y a des émissions qui le font notamment sur la LCP, des émissions qui mettent en exergue ce qui se passe et ce qui se fait bien. Pourquoi ça ne se fait pas? C'est trop facile. Ça se vend pas. Ça se vend pas. C'est trop facile. Les médias ont leur responsabilité. Et puis moi, je suis enseignant. Je suis enseignant. J'ai ma responsabilité. Même si je suis un fonctionnaire de l'État, j'ai ma responsabilité. J'ai failli. S'il y en a parmi vous qui m'ont eu en sport, ils savent que c'est pas vrai. Je parle pour tout le monde. On a failli. On n'a pas réussi à faire passer de la morale, du cadre, de la règle, de l'équerre. On a failli. De laisser venir des enfants avec vous sans qu'il y ait la notion de respect. Le respect, ça se mérite, ça va dans les deux sens. Il y a plein de choses comme ça qui se passent, qui sont extrêmement graves. Et donc, pour résumer mon propos qui a été un peu trop long, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille vers une révolution. En clair, un vrai changement. Pas un changement à la Hollande, changer maintenant, un vrai changement. Un changement de qui va passer par la conscience des hommes politiques qui ont été élus pour cela, qu'il faut qu'ils arrêtent d'avoir leur peu carré, leur propre intérêt, qui aura le problème de la République. Ça, c'est le premier, parce qu'on a un ennemi qui s'appelle le Front National, on est tous ensemble. Si ici on a fait une liste, c'est parce qu'on est tous ensemble. Hein. On ne se trompe pas. Hein. Ça commence par vous. Ça commence par vous. C'est des discours à avoir, des ouvertures d'esprit à avoir.
que malheureusement, je le dis, j'en suis malheureux, je constate qu'aujourd'hui, après ce 11 janvier, ça a été laissé à l'abandon. Alors, ensuite, les éducateurs de rue, j'ai créé Seul Avenir, tout ça, je connais parfaitement. Heureusement qu'il y a des gens qui ont cette volonté-là, qui passent leur week-end à aller chercher les gamins. Heureusement, c'est fabuleux. Mais comprenez bien une chose, et je m'adresse à vous, vous avez devant vous toutes les générations à qui vous devez demander des comptes. Et nous en faisons partie. Voilà. Jean-Michel Bordoison, en fait, en plus j'ai du mal un peu à parler j'étais 23 ans, donc enseignant à Val-de-Gour, en primaire, à l'école Paul Marcelin. Et en fait, donc, toutes les problématiques d'éducation, je les connais bien sur ce quartier. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à parler, puisque je suis parti à centre-ville sur une école d'application, justement, sur la formation des enseignants, parce que je crois aussi que la formation des enseignants, c'est à la base aussi. On parle des jeunes aussi, la formation des enseignants. Mais alors, je suis là ce soir à notre titre, et Christine aussi pourra en parler, puisqu'on a monté un gros projet sur Val-de-Gour. Alors, on entendait beaucoup parler de sport, j'ai rien contre le foot, j'adore le foot, la boxe, etc. Nous, on a fait le kickbox. Alors, je suis content d'avoir entendu parler de danse, parce que nous, on a monté un projet donc, il y a maintenant 3 ans, vous avez peut-être entendu parler, où on initie à la musique des enfants. Donc, on a aujourd'hui 51 enfants qui font de la musique. Alors, ils travaillent avec des instruments, des cuivres. C'est une fanfare d'enseignants de la ZUP, là aussi des enseignants de la ZUP, qui a monté ce projet. Donc avec les cachets que nous récupérons, nous avons monté cette fanfare d'enfants. Et aujourd'hui, c'est un gros projet, puisque le 31 mai, nous jouons au théâtre de Nîmes. Donc là aussi, c'est quelque chose auquel je crois, c'est-à-dire c'est prendre ces enfants et leur dire cette ville, elle vous appartient aussi. Donc on descend au théâtre de la ville de Nîmes, le vrai théâtre, et on va faire un projet. Et on va jouer. Donc on va jouer avec un orchestre philharmonique. Alors peut-être quelqu'un que vous connaissez, c'est l'orchestre Divertimento qui s'appelle de Zaya Ziwani. Donc Zaya Ziwani, c'est une chef d'orchestre franco-algérienne et qui dirige l'orchestre d'Alger, l'orchestre d'Alger, et qui aujourd'hui donc dirige le conservatoire de Stein, et Stein à la banlieue parisienne, et qui a le même projet sur la Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc c'est un très gros projet pour lequel on a beaucoup de mal parce qu'il faut le financer. Alors, et là, c'était très intéressant ce que vous avez dit, c'est-à-dire que nous, on a fait le choix, j'allais dire, c'est entre guillemets, c'est un financement privé, puisque c'est des gens qui ont une volonté, donc on a trouvé un financement, on fait la musique, voilà. Et bon, aujourd'hui, c'est vrai que les institutionnels nous suivent, puisque pour avoir le théâtre de Nîmes, vous imaginez comme, et Christine qui pourra peut-être en parler un petit peu mieux que moi, parce que c'est elle qui fait ce boulot-là, mais il a fallu que l'on bataille pour trouver tout ça. Alors, là aussi, quelque chose qui est très important, donc juste pour finir, vous fixer le cadre, après je reviendrai sur les modalités. Ça se déroule à 10 €, donc on a des cours à 10 €, au collège 10 €, et on a quand même un soutien de l'institution. De l'institution, oui, du collège. Il faut être honnête, hein, voilà, il y a des choses qui se font. Alors, ce qui était très intéressant dans la musique, c'est qu'on travaille sur toutes ces valeurs-là, des valeurs culturelles, etc. Et surtout, on travaille au quotidien. On essaye au quotidien, avec ces enfants-là, de créer quelque chose. La musique, vous savez, c'est très, j'allais dire, basique. Hein, c'est-à-dire, si on fait un sol, un sol trop, on fait un do, ça ne fonctionne pas. Donc, on s'est rendu compte qu'avec ces enfants-là, ça pouvait passer parce qu'on redonnait confiance. Et là, je rejoins l'éducation nationale. Notre problématique aujourd'hui de l'éducation nationale, il ne faut pas croire, il y a des enfants qui réussissent à l'éducation nationale, des enfants de ces quartiers qui réussissent très bien. Aujourd'hui, il y a 13 enfants de Val-de-Gour qui sont à Daudet et qui ont eu félicitations. Alors voilà, juste, je vais défendre un peu la maison, mais il y a des gens quand même, des enseignants qui se battent au quotidien pour essayer. Alors pourquoi? Pour les autres, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas pour une grande majorité. Il faut être honnête, pour 60% des enfants, ça ne fonctionne pas. L'éducation nationale ne fonctionne pas. Parce qu'on a perdu cette notion de projet. C'est-à-dire que l'école aujourd'hui ne représente plus un projet pour les enfants. Les parents, moi quand j'étais petit, parce que je sors de Val-de-Gour, j'étais petit à Val-de-Gour, mes parents avaient un projet scolaire. Et aujourd'hui, souvent, il y a des gens qui sont désœuvrés. Ils sont désœuvrés pourquoi? Parce qu'il y a une misère économique. On a parlé politique, on n'a pas parlé économie. La principale cause, c'est l'économie. Sincèrement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaie de trouver ces solutions. Alors je finis avec les enfants. Donc ces enfants-là, finalement, eh bien, ils n'ont pas de projet scolaire. Ils viennent à l'école comme ils vont voilà, faire de la boxe, sans projet, sans avoir un projet. Et l'école du 21e siècle, c'est une école différente. Celle que vous avez connue, il suffisait d'empiler. On vous prenait, on vous remplissait le corps de participation. Aujourd'hui, c'est plus celle-là. C'est l'école de la connaissance. C'est comment j'apprends, comment je vais chercher l'information, comment je deviens intelligent. Comment on rend nos enfants intelligents?
Et les enfants des quartiers, comme les enfants de centre-ville, aujourd'hui, et massivement, parce que l'école de centre-ville, vous savez, elle ne marche pas non plus très bien, l'école est probablement en échec. Comment on fait pour que les enfants, eh bien, ils captent cette intelligence? Comment on fait pour qu'en fait, ils trouvent un sens à l'école? Et aujourd'hui, ce sens-là, c'est dans la pédagogie. Alors bon, je vais défendre un petit peu, même si ce n'est pas ma casquette, les copains qui me connaissent ici, le gouvernement a mis une nouvelle loi d'orientation, justement, qui remet au centre ça. C'est-à-dire que pour avoir une égalité à l'école, il faut qu'on se base pas sur les connaissances, mais sur les capacités intellectuelles. Voilà. Et c'est très important. La deuxième chose, je suis aussi pour les rythmes scolaires. Hein. Quelque chose qui est très favorable dans les quartiers défavorisés, hein, si vous me permettez l'expression. Parce qu'en fait, 5 matinées, et les copains qui sont en Marcelin, Christine, si tu veux, tu en parleras pour 10 €, eh bien, ils me disent, c'est différent. On a du temps, on peut construire avec les enfants, on peut avec eux. Bien sûr, on peut avec eux avoir des temps d'apprentissage très très longs. Alors tout n'est pas résolu. L'éducation nationale, je suis parti aussi parce que, et là, même si l'inspecteur d'académie, je me moque, j'ai cru pendant très longtemps que ces dernières années, l'éducation nationale se moquait de ces quartiers. On avait beau à certains se bagarrer, essayer de faire des projets, voilà, on était dans la vitrine. Mais sur le fond, quand on demandait un poste supplémentaire, eh bien, on ne l'obtenait jamais. Moi, je suis parti de Marcelin, j'avais 27 CM2. J'avais commencé en 91, je n'en avais que 20. Voilà. Et je pense que dans ces quartiers-là, on a délaissé. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé que les institutions, les services publics, la principale cause, c'est quand même qu'on a délaissé ces quartiers. Alors aujourd'hui, a priori, il y a quand même un petit peu plus de postes, etc. Mais pendant des années, je promets que ça a été très dur parce qu'on nous a laissé tomber. Voilà. Donc je suis responsable d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation, donc administration pénitentiaire, appartenant au ministère de la Justice. Moi je travaille sur le milieu ouvert, je suis intervenue également sur la maison d'arrêt, mais j'exerce mes fonctions essentiellement sur le milieu ouvert, et c'est-à-dire les personnes qui sont condamnées à des mesures autres que de l'emprisonnement, justement. Du sursis mis à l'épreuve, du travail d'intérêt général, ou bien qui sont sortis de prison avec un aménagement de peine, comme un bracelet électronique, ou une libération conditionnelle, ou qui ont évité la case prison et ont tout de suite pu bénéficier d'un aménagement de peine. Notre mission, c'est de faire en sorte que ces personnes sortent de la délinquance en favorisant leur insertion ou réinsertion. Donc, et aussi en contrôlant les obligations qui leur sont imposées. Donc on intervient uniquement, nous, dans le cadre d'un mandat judiciaire. Donc pour nous, la question, de manière plus générale, donc on intervient à la maison d'arrêt, en milieu ouvert également, c'est le temps de la peine en général, faire en sorte que ce temps de la peine il soit utile. Alors, il y a toujours beaucoup de réflexions qui sont en cours avec des mouvements de balancier, on va dire, hein, entre le répressif, l'éducatif, et puis Madame Taubira, elle a lancé une grande réflexion à travers la conférence de consensus en 2013, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où l'objectif était de faire témoigner le plus grand nombre de professionnels, d'acteurs, d'intervenants autour des personnes, nous on dit personnes sous main de justice, et de voir aussi quelles pouvaient être les expériences à l'étranger dont on pouvait s'inspirer pour être plus efficace. C'est-à-dire pour nous être plus efficace, c'est ne plus revoir les gens dans nos locaux. Donc suite à cela, il y a une grande loi en août 2014 qu'on essaye de mettre en place avec les difficultés de moyens qu'on connaît dans beaucoup de services publics. On essaye de mettre en place des actions, en plus des suivis individuels, des prises en charge avec les conseillers, des actions collectives. Alors en détention, c'est effectivement offrir la possibilité aux gens de découvrir des univers qu'ils ne connaissaient pas, de faire en sorte qu'ils ne restent pas tout simplement aussi en cellule.
Je m'excuse, je suis un peu brouillon. Monsieur Cavard parlait de la formation, ça me fait penser à l'école, le fait de travailler en détention. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller à l'école, quasiment tout le monde. Je dis tout de suite, je suis pas pour le travail obligatoire en prison. Hein, oui, non, mais ça va, c'était pas une polémique. Simplement, voilà, du travail en détention, il n'y en a pas pour tout le monde. Des places à l'école, il n'y en a pas pour tout le monde. Des places pour les activités, il n'y en a pas non plus pour tout le monde, parce que les salles sont trop petites, parce qu'il n'y a pas assez d'activités, parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour les encadrer, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour les financer. Et puis parce que des fois aussi, on fait des actions qui ne sont pas adaptées au public. Il faut aussi se poser la question de ce qui intéresse les gens, avoir ce double souci-là. Savoir entre guillemets ce qu'il leur faut, mais ne pas non plus se poser en penseur à leur place, mais aussi savoir les solliciter pour voir ce qui pourrait les intéresser. Et ça, cette démarche participative, elle est actuellement relayée dans les établissements pénitentiaires, de solliciter les gens, savoir ce qu'ils veulent faire, en milieu ouvert aussi. Donc vous avez tout un tas d'activités culturelles. On parlait du théâtre de Nîmes. Bon, à la maison d'arrêt de Nîmes, il y a le théâtre qui vient, qui est un partenaire institutionnel. Et ça permet aux gens, ça fait rire certaines personnes de dire on propose à des détenus de faire du théâtre. Mais non, parce que ce sont des temps d'échange, des temps de découverte, des temps où on se met à la portée des autres et où on échange aussi une parole alors qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire auparavant dans un autre cadre, même si c'est au quotidien. En milieu ouvert, on a moins cette culture-là du collectif. Les gens ne sont pas entre guillemets à notre disposition. Ils sont quand même libres d'aller et venir en tout cas. Ils doivent simplement, entre guillemets, nous rendre des comptes. Alors c'est vrai que quand ils viennent pas forcément avec plaisir. À nous de savoir les faire adhérer à certaines choses pour qu'ils se remobilisent et pour qu'ils deviennent acteurs de la société. Donc on essaye de mettre un peu des choses en place. Donc cette année on va aussi avoir un projet théâtre en milieu ouvert. Et puis quand on réfléchit sur ce qui peut être efficace, on s'est dit que ça partait de bien plus loin. Et effectivement, ça partait sur l'idée de vivre ensemble. Donc nous, on était remontés jusque-là de notre côté et de se dire, ces personnes-là qu'on reçoit et qu'on essaye de prendre en charge, elles ont loupé ce moment-là où on ne leur a pas permis d'eux. Et à un moment donné, il y a des valeurs qui n'ont pas pu être intégrées, il y a un espace de parole qui n'a pas été offert. Donc on essaye de travailler sur un module, alors c'est bien modeste, pour cette année ce sera une seule session, proposée à 10 personnes qui sont condamnées, qui ont été condamnées par la justice pénale, mais d'être ensemble, de parler de la citoyenneté avec des représentants du monde associatif, le délégué du défenseur des droits, voilà, pour parler des discriminations dont ils font l'objet, mais dont eux aussi peuvent être auteurs parfois, et de réfléchir ensemble, qu'ils puissent réfléchir entre pairs avec un interlocuteur extérieur sur ces questions-là. Voilà ce qu'on essaye de faire pour cette année. Et juste une petite précision, ça m'est venu tout à l'heure en vous écoutant tous, en parlant, nous c'est notre mission, donc c'est notre travail. Parce que vous parliez il était question de bénévolat, donc bénévolat professionnel. Mais c'est vrai qu'on a besoin de l'implication nécessairement de la communauté, au sens noble du terme, de la société civile. Et nous aussi, en tant qu'institution, on en a besoin et on sent un certain désengagement parfois, puisque on a des personnes qui sont condamnées à du travail d'intérêt général, sauf qu'on n'a pas de mairie où placer ces personnes. Voilà. Ou d'associations reconnues d'utilité publique, où on pourrait faire exécuter ces peines, qui sont quand même par essence des peines utiles à la société, sauf que voilà, vous avez tant de dossiers, mais on n'a pas d'endroit où mettre les gens. C'est toujours les mêmes qui nous les prennent.
Et ensuite, sur notamment aussi des expériences anglo-saxonnes, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place avec le soutien de la société civile, comme des cercles de responsabilité, c'est-à-dire avoir des personnes ressources à l'extérieur qui sont là pour soutenir les personnes, les accompagner, être un point de repère, un référent. Et puis aussi, on en parlait tout à l'heure avec un monsieur mais qui est parti, sur un nouveau modèle de justice pénale qui s'appelle la justice restaurative. Voilà, où on fait se rencontrer les victimes et les auteurs d'infractions avec une personne de la société civile qui est là pour faciliter le dialogue entre les personnes, pour faire renaître ce dialogue. Voilà. Bonsoir. Moi, donc, c'était pour revenir un peu sur, comme tu as dit Christophe tout à l'heure au début, sur les événements du mois de janvier. Donc, on s'aperçoit clairement quand même, en étant musulman, c'est la communauté musulmane qui est visée. Donc, apparemment, apparemment, le problème viendrait avec la communauté musulmane. Depuis ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle de danse, on parle de foot, mais ça fait combien, 20 ans, 30 ans qu'à chaque fois qu'on parle de jeunes maghrébins, qu'on parle de quartier, c'est le foot et le hip-hop. Comme j'ai rien contre le foot ni le hip-hop, pas du tout, j'aime moi aussi, hein, mais comme si nos enfants étaient voués à être des rappeurs ou à des Zinedine Zidane ou à des Sopranos. Mais pourquoi faudrait qu'on soit tous comme ça? Pourquoi? Quand même, on a des gens dans les quartiers qui font des études, qui ont fait des études, qui ont des postes qui sont très respectables aujourd'hui. Pourquoi on n'entend pas parler de ces gens-là? Tout à l'heure, Rachid a parlé d'associations humanitaires. C'est ce que vous savez. Est-ce qu'il y a un chiffre en France qui dit combien d'associations humanitaires existe-t-il en France qui est l'initiative de jeunes de quartier? Je suis sûr qu'il ne doit même pas y avoir un chiffre qui doit exister quelque part. Ça, on ne le sait pas, on n'en parle pas. Une fois de plus, comme vous avez dit tout à l'heure, en parlant des médias, c'est encore, on va dire, peut-être la faute des médias. Ils ne parlent pas de ces gens-là, ils n'en parlent pas. Moi, je dis, les jeunes musulmans, tout ce qu'ils font en France, on ne leur accorde aucune tribune. À aucun moment, vous verrez parler de nous à la télé. Oui, ici, quand il y a des reportages sur D8 et qu'on parle des zones chaudes, là, par contre, Marseille, là, on se régale. Voilà, on montre la communauté maghrébine, on montre les étrangers. Mais il faut savoir quand même, on est plus de 3 millions de musulmans en France, qu'on est parfaitement intégrés, qu'on travaille, on est des contribuables à part entière. Et pourquoi? À cause d'une minorité qui a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Pourquoi? Aujourd'hui, il faut qu'on soit visé. Voilà. Et donc ça veut dire que le constat, c'est qu'on est arrivé à une certaine fracture. J'ai honte de le dire, c'est entre vous et nous. Il y a une fracture. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette fracture? Il faut comprendre pourquoi il y a eu cette fracture. Depuis tout à l'heure, j'entends les gens du milieu associatif qui parlent, qui veulent prendre les jeunes de 6 à 12 ans, à partir de 14, 15, 16 ans, on ne veut pas s'en occuper. Aujourd'hui, les problèmes qu'il y a, quand on entend parler de djihadistes, quand on entend parler des jeunes qui partent en Syrie, quand on entend parler des jeunes qui se font descendre à Marseille, la moyenne d'âge, c'est 20-25 ans. Donc, qui aujourd'hui veut s'occuper de ces jeunes-là? Une fois qu'ils sont sortis de l'école et qu'ils sont là, ils n'ont pas de boulot, mais qui va s'occuper de ces gens-là? Parce qu'on ne va pas tous faire des joueurs de foot quand même. Le problème aujourd'hui, il faut qu'on arrive à s'accepter mutuellement. Maintenant, les jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que la France veut les intégrer et qu'ils veut les faire changer et qu'ils veulent leur faire perdre leurs valeurs traditionnelles, leurs valeurs religieuses. Notamment, on ne va pas revenir sur une polémique de l'Aïd el-Kébir, sur le sacrifice du mouton. Ça, c'est un exemple. Je ne sais pas ce que je pense. Je vous dis ce que les jeunes véhiculent, ce qui se disent que, eh bien, avec ça, on veut faire perdre notre religion et nous faire perdre notre tradition. Surtout avec le mot laïcité. Parce que vous, aujourd'hui, la laïcité, vous le voyez comme un point positif, mais quand vous parlez avec des jeunes, ils te disent, attends, écoute-moi bien, la laïcité, c'est une nouvelle religion qu'ils veulent créer. Voilà. Ils veulent nous faire des trois, faire une seule religion. Non, mais madame, ça fait sourire. Mais c'est la réalité, madame. C'est comme ça que ça se passe, vous comprenez? Je vais vous parler une anecdote, un truc, par exemple à Charlie Hebdo. C'est odieux ce que je vais vous dire là, mais il faut savoir que cette tranche d'âge, la majorité, vous disent hey, tu rigoles, c'est un complot ça. C'est les services français qui l'ont fait ça. Voilà, ça il faut que vous le sachiez. Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait, je ne cautionne pas ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qui a fait que ces jeunes sont arrivés à penser comme ça? Quand on parle des jeunes qui partent en Syrie, vous savez, c'est pas les... Il y a des gens de quartier qui vous diront, c'est pas les plus turbulents de la cité hein, qui partent en Syrie. Ah non, c'est les plus gentils. C'est les discrets. Ils sont très gentils. Ils ont généralement leur casier judiciaire, il est clean, il est vierge, ils n'ont jamais fait de conneries. Les turbulents, eux, par contre, ils ont peur de partir.
Lui, il préfère foutre le bordel dans son quartier. Il n'ira pas ailleurs. Mais pourquoi? Parce que ces jeunes-là, ils n'ont plus confiance à la France. Ils font plus confiance. Donc, ils rêvent d'un idéal. Et leur idéal, c'est aller le construire là-bas. C'est construire un État avec leur envie et vivre comme ils veulent. Parce que la majorité qui est partie ne sont pas mariés. Hein. Ils sont célibataires. Hein. La majorité que j'ai vue partir en Syrie, ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas d'enfants. Et c'est là-bas qu'ils essaient de se construire un avenir. Pourquoi? Parce qu'ici, ils font plus confiance à plus personne. Et ça, à un moment donné, il faut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pas vivre ensemble, mais d'abord apprendre à vivre ensemble. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les Français non musulmans qui doivent essayer de comprendre les Français qui sont musulmans. Parce que l'ancienne génération de nos parents, moi mon père quand il est rentré en France et qu'il travaillait, on lui dit voilà, il y a le boulot, il faut faire ça, oui monsieur, ça y est. Ils se sont arrêtés, ah oui monsieur. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont fait des études, ils ont voyagé, ils ont été dans d'autres pays. On a des exemples sur d'autres pays, comment ça se passe. Alors pourquoi en France ça ne pourrait pas fonctionner? Ça fonctionne, je pense à l'Angleterre. Je pense au Canada. Vous imaginez qu'au Canada, quand on parle avec des jeunes, ils te disent mais comment ça se fait qu'au Canada, ils ont créé des voiles pour les femmes policières? En Angleterre aussi. En Angleterre. Il faut savoir, après, c'est des arguments qu'ils vous disent, mais qui sont véridiques. Quand ils vous disent, attends, la première femme à être rentrée à Scotland Yard, c'est une femme voilée. De l'histoire de l'Angleterre. Donc après, ils se disent, donc c'est qu'en France, on ne veut plus de nous. Il faut arriver à... Peut-être que ça marchait avant, mais quand vous dites aux jeunes, ouais, mais pourquoi avant les vieux s'entendaient bien? Eh bien, c'est normal, les jeunes avant, les vieux, ils n'ont pas fait d'études, et eux, ce qu'ils voulaient, c'est travailler et rentrer à la maison et pas avoir de problème. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Nous, aujourd'hui, d'un côté, on nous dit que vous êtes français et musulmans, mais sans cesse, on va nous rappeler qu'on n'est pas comme tout le monde. Qu'on n'est pas comme tout le monde. Donc, je me dis, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi? Et la faute, moi, je pense qu'elle incombe des deux côtés. Autant les Français non musulmans que les Français musulmans. Voilà. Moi, je vois au Maroc, les Français qui sont installés au Maroc, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça se passe très très bien. Hein. Celui qui va à la mosquée, il va à la mosquée. Celui qui va aller au bar, il va au bar. Hein. Et pourquoi ici, c'est pas comme ça? Pourquoi? Et là, je vois dernièrement, à la télé, on parle beaucoup par rapport à le Conseil du culte musulman, créer une nouvelle instance qui se réunirait 2 fois par an. Mais vous avez été demandé aux musulmans s'ils sont d'accord avec ça? Ou c'est Cazeneuve qui a décidé, je ne sais pas. Déjà, il faut savoir si les Français musulmans seront d'accord. Parce que déjà, avec Sarkozy, quand il a créé le Conseil du culte musulman, la majorité des musulmans ne le reconnaissent pas. On ne reconnaît pas. On a pris un gars qu'on a mis directeur ou président, et puis c'est tout. Et aujourd'hui, on veut créer encore une autre... Qui c'est qui vote? Moi, je vote pas. Non, mais c'est eux. Écoute, le Conseil du culte musulman, tu as un Français, un Marocain, un Tunisien, un Turc, c'est celui qui représente soi-disant la communauté, mais après, on sait, après, ça devient... Le problème, c'est qu'après, ça se politise. Voilà, au sein de ces institutions-là, ça se politise, et ce qui n'est pas normal. Et aujourd'hui, il faudrait qu'avant de dire on va créer une nouvelle instance, est-ce que les musulmans de France sont d'accord? Voilà, parce que vous, je pense que des fois, en France, vous êtes un peu déconnectés de la réalité du monde musulman. Voilà, vous ne savez pas exactement comment ça se passe. On parle de former des imams, mais chez nous les musulmans, un imam n'est pas reconnu par sa formation, par ses diplômes, non. Il est reconnu par rapport à ses capacités intellectuelles, par rapport au message qu'il véhicule dans les mosquées. Vous pouvez nous mettre un imam, peu importe la formation qu'il a fait, s'il n'a pas une capacité intellectuelle à bien véhiculer le message auprès des jeunes, il ne sera pas accepté. Et vous avez beau, vous décider de le mettre. Déjà, il y a ce côté-là. Et ensuite, il y a un groupe de jeunes qui va se dire, tiens, c'est la France qui l'a mis là, c'est un collabo. C'est malheureux de vous dire ça, hein, mais c'est comme ça. Hein. Parce que pourquoi on a déjà l'exemple, avec plusieurs imams en France, qu'on retrouve souvent les mêmes sur la scène médiatique. Je ne suis pas là pour désigner lesquels. Tu sais de qui je parle. Voilà. Voilà, on le traite de paillassor, on le traite de... Voilà, tout ça. Mais c'est normal. Mais est-ce que vous pensez qu'un imam qui ne sait pas aligner une seule phrase en français correctement puisse nous représenter, nous, qu'on est plus de 3 millions quand même? Et c'est ça qui est pas... Je trouve que aussi on ne choisit pas les bons interlocuteurs. Voilà. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on ne nous accorde pas assez de tribunes. Si jamais on nous laissait plus parler, dernièrement, là, il y a quelques temps, il y a eu un collectif qui s'était monté, ça s'appelait les Fils de la République. Vous savez quoi? Les Fils de la République n'ont jamais apparu sur aucun journal, sur aucune chaîne de télévision. C'est un cercle de réflexion. Je ne suis pas là pour faire la publicité, mais pour dire qu'il y a des choses qui essaient de se faire, mais on n'entend pas parler d'eux. Non, par contre, Lunel, quand il y a un problème, ah là, on y va tous dessus. Pourtant, Lunel, c'est pas une cité, hein, c'est un village. C'est un gros village,
mais ça reste un village. Il faut savoir aussi, rien que dans le coin, dans le Gard, le nombre de personnes, de jeunes qui s'est rendu en Syrie, mais qui viennent des villages, et non pas des quartiers. Donc ce problème-là, il n'est pas strictement lié au quartier. Et donc, pour revenir sur le thème de vivre ensemble, c'est apprendre à vivre ensemble. D'abord, c'est ça. Juste me permettre pour répondre. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, parce que nous, avant, quand on était à l'école, le collège, c'était 1 heure sur l'islam, sur 4 ans de collège. C'est tout, c'était comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut apprendre aux enfants, le 10e, le 12e siècle, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam, c'est-à-dire tout ce savoir qui a servi au développement de l'Europe, et j'ai pas peur de dire de l'Occident. Voilà, et si on apprenait aux enfants la contribution du monde musulman à ce qu'on vit aujourd'hui, je pense que ces enfants, ils grandiront en acceptant et en connaissant le monde musulman. Il faut faire pareil pour les cathos et pour les juifs. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est le fait religieux. Ah oui. Parce que quand j'étais à l'école, moi, l'instituteur, il faisait rentrer la croix dans le pullover aux gamins qui avaient le croix à dehors, tu vois. C'est ça la laïcité. Non, mais ça, il n'y a aucun signe religieux dans un endroit public. Vous savez, il y a une citation que je ne sais pas de qui elle est. Je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Voilà, alors écoute, moi j'aime bien quand on dit, pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. Oui, mais d'accord. Voilà, parce que si on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain, et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé hier, pourquoi on en arrive là? Je connais l'histoire. Ne vous emballez pas, chacun. La définition de la laïcité, de sa part, ça c'est intéressant de savoir. La question de la définition de la laïcité, bien sûr. Donnez-nous la définition, vous savez. Non, je disais la laïcité. Par rapport à la question de la laïcité, oui, sa définition. Si j'ai bien compris, pour vous, c'est pas de. Nous, ça fait 100 ans qu'on a mis des cathos au pape, il n'y a pas de raison. Non, mais la question de la laïcité que je vous ai posée, c'est de dire, est-ce qu'on est bien d'accord, parce que j'ai bien compris la croix rangée, la question de la laïcité, c'est de dire qu'il n'y a pas de signe particulier de rapport à la religion dans un certain nombre d'endroits, notamment l'école. Mais c'est pas ce que ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, ce que vient de parler Jean-Michel, puisque ça pour le coup, même s'il faut faire mieux, c'est de dire, de connaître le sujet de quoi on parle. Très sincèrement, moi-même, j'ai jamais, voilà, 2002, ça fait longtemps que j'étais plus à l'école, donc pour être clair, je n'ai pas plus travaillé la question de l'histoire biblique que la question du Coran ou de l'islam, ou que de la question du Talmud et de la Torah, oui, pardon, au niveau des Juifs. Donc ça, c'est une réalité, ça veut dire qu'on a une génération complète qui se retrouve aujourd'hui dans la méconnaissance réelle de ce que sont, ça ne veut pas dire que je suis athée convaincu, que sont réellement ces religions dans un moment où tout le monde ne peut parler que de ça. Et donc c'est vrai qu'on peut se reposer la question du fait qu'on puisse se permettre de réaccéder. Alors c'est pas spécialement qu'à l'école, parce qu'à l'école c'est les jeunes, mais comme un certain nombre d'entre nous n'ira pas à l'école pour le faire, ça peut être un vrai débat d'éducation populaire, ça peut être, etc. Ça c'est un autre prochain. Vas-y Jean-Michel, Eric, Sybille, et on termine là-dessus. Je aussi parler de laïcité. Sur les programmes, je rassure c'est-à-dire que sur les programmes, il y a la présentation de l'islam, la naissance de Mahomet, etc. et tout l'âge d'or de l'islam, ce que vous appelez. Comme il y a aussi l'importance qu'a pu avoir les catholiques à un moment donné dans l'histoire de France. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le fait religieux, d'accord? C'est traité dans les programmes, mais je ne vais pas avoir la fin d'éducation de ça. Le problème, c'est une laïcité. Aujourd'hui, la laïcité, depuis 2002, depuis les années Sarkozy, c'est une laïcité de combat qui s'est dirigée vers les musulmans. Ma laïcité, c'est pas celle de Sarkozy. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean Moreau, quelqu'un qui a travaillé sur la laïcité. Cette laïcité, on le sait bien, elle s'est construite en opposition aux musulmans. C'est la laïcité de Sarkozy, c'est la laïcité de tout ce qui a pu amener la droite dernièrement. Mais moi, ma laïcité, c'est une laïcité qui n'est pas une laïcité de combat, qui englobe tout ce débat-là, juste pour ça, quand même. De l'aspect du coup des parlementaires que je suis qui essaie d'être garant de ce débat République-laïcité. Sur le débat que nous on a, juste le débat que nous on a au niveau du Parlement et de tous ceux qui aujourd'hui sont en représentation d'un certain nombre de ces valeurs républicaines, c'est de dire la différence, elle est que le vivre ensemble républicain, c'est un certain nombre de règles communes, etc., etc. La question du religieux, ça a été réglé à une certaine époque, hein, très précise, hein, au début du XXe siècle, et la question de dire, la question religieuse, elle est personnelle, elle est individuelle. Et donc, le but, c'est pas de ce que dit Jean-Michel, de la retourner dans la question de la laïcité en disant en gros,
c'est contre quelqu'un, ou construit, et là je suis d'accord avec toi, pendant des années, au nom de la laïcité, en visant surtout une religion particulière, mais bien d'être dans une logique où toute personne qui fait le choix de croire ou pas croire, de croire à telle religion ou pas, de pouvoir le faire en toute tranquillité, dans des lieux corrects, et dans une sérénité du vivre ensemble qui permet de pouvoir le vivre. Et là où je te rejoins, c'est qu'on sent bien que c'est pas tout à fait vrai aujourd'hui par rapport à une méconnaissance justement par rapport à l'autre de ce qu'est la pratique religieuse, notamment autour de la question de l'islam. Voilà. Mais c'est pareil, aujourd'hui, regardez les propos antisémites et la question de l'antisémitisme qui revient. Pourquoi? Pareil, une sorte de délire général de méconnaissance aussi de ce que peut être aussi la culture juive. C'est la même mécanique. Alors évidemment, il y a 3 millions de musulmans, il n'y a pas 3 millions aujourd'hui de juifs. Mais c'est la même mécanique, c'est ça. Et donc nous, on doit être garant que la personne qui fait ce choix individuel, à travers après des lieux collectifs, mais ce choix individuel, puisse le faire tranquillement. Par contre, là où nous on a mis et on tient bon, sur la question de la laïcité, c'est tout ce qui est du relève de l'État républicain, aujourd'hui, n'est pas là pour servir telle ou telle religion. D'où le fait de la coupure nette entre les moyens ou la pensée ou les valeurs qui sont des valeurs au sens républicain dans les lois, dans la Constitution, etc., et bien, séparent effectivement d'autres valeurs qui ont le droit d'exister, mais qui sont séparées du domaine politique, qui sont des valeurs religieuses, quelle que soit la forme de la religion telle qu'elle peut être développée. Voilà, donc c'est ça, c'est très très important, parce que c'est justement parce que parfois on a peut-être oublié, un certain nombre d'entre nous, je mets tout le monde, à revenir sur ce que nous on entend concrètement, parce que là j'entends, il faut quand même qu'on soit clair sur ce qu'on entend par la question de laïcité, pour ne pas la transformer, où certains pensent, et j'entends la même chose que toi, Gadéan, de certains jeunes qui confondent un peu tout, et parce qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas tout simplement, et ils ont l'impression que du coup on se retrouve sous l'esprit de laïcité, eh bien, sur le fait qu'en gros on exclut, là pour le coup, c'est plus l'équilibre, c'est de l'exclusion d'un certain nombre de gens. Voilà, donc ça c'est quand même un vrai enjeu. Eric, vas-y, et puis après... Moi je voulais dire... Et si. Après on finit parce que sinon là vous êtes partis. Juste comme ça, juste comme ça. Il faut que ce soit. Moi je suis prêt. Vas-y, vas-y. Juste comme ça, il faut savoir ce que c'est que la laïcité. L'ignorance est un handicap face à la laïcité. On est dans la connaissance. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Tu posais la question. C'est le respect de l'autre. C'est de la tolérance mutuelle. C'est le domaine exclusif des conceptions métaphysiques qui appartiennent qu'à l'individu. Tu vois ce que ça veut dire? Je respecte tes conceptions métaphysiques, c'est-à-dire ta croyance, à condition expresse que tu respectes la mienne. Voilà. C'est ça la laïcité. C'est le respect mutuel. Non. Si tu permets, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Connaître ce que c'est que la laïcité, c'est ça. Ne pas dire ça, c'est prêter le flanc et montrer que justement ce que tu as dit, cette nouvelle laïcité positive, elle n'a pas à être qualifiée la laïcité, elle l'est. Elle n'est pas positive, elle l'est. On est construit dans notre République autour de cette valeur-là. Je te respecte, je respecte ta croyance et je te demande de respecter la mienne. C'est cet espace de liberté. Deuxièmement, en ce qui concerne l'école, moi je suis pour le travail sur l'histoire des religions. Pas le fait religieux, l'histoire des religions. Qui veut dire que toute religion a bâti son histoire telle qu'elle l'a bâtie. On va connaître son âge d'or, ses régressions, ses excès, ses inquisitions, etc. On travaille sur l'histoire, comme on travaille sur l'histoire de l'homme, notre histoire. C'est ça qui me semble important. Et donc il faut faire extrêmement attention lorsqu'on manipule le concept de laïcité, parce que si on manipule par ignorance ce que c'est, on porte atteinte à la République. C'est pour cela que le 11 janvier, on était aussi nombreux dans la rue. Parce qu'on a porté atteinte à quoi? Au non-respect de la liberté de l'autre. C'est une agression. Mais je considère également qu'il y a eu, à mes yeux, un non-respect d'une croyance qui s'appelle l'islam, en mettant des caricatures sur... C'est ce curseur qui a été mauvais dans ce qui s'est passé, qui a heurté. Je ne vois pas pourquoi on m'a heurté, mon voisin. Si je respecte mon voisin,
qui ne veut pas qu'il y ait une caricature Mahomet, mais je dois le faire par respect par rapport à lui. Mais je le fais en intelligence. Et je trouve qu'on a manqué de respect. C'est pas pour autant que la laïcité est attaquée. La laïcité, c'est notre ciment, c'est notre fondement. Ce qui fait obstacle à la laïcité, c'est l'ignorance. Et nous souffrons d'ignorance, d'inculture. C'est ça le problème de la génération dans laquelle nous sommes. C'est l'école. On parle d'éducateurs, on parle d'école. C'est l'ignorance. Il faut combattre l'ignorance. C'est l'ignorance. Alors, pourquoi ce mot ignorant? C'est pas l'ignorance. C'est ce qu'il disait, il peut y avoir. En fait, ce que dit Eric, j'essaie de traduire parce que je suis pas toujours. C'est pas spécialement d'accord sur la question. Les caricatures, c'est un non-respect de la laïcité, et ça, moi, j'irai pas jusqu'à là. Mais bon, on va pas faire le débat ce soir. Parce que ça, c'est un autre sujet. C'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il pourrait insulter des millions de personnes gratuitement. Voilà. Après, ça, on a le droit de l'entendre. Je peux être affirmatif que les gens qui font ça n'insultent personne. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ça, on va pas faire le débat ce soir parce que si on repart sur le débat de Charles. Vas-y. Vas-y. Alors, pour vous, ce n'est pas une insulte. Moi, je vous dis simplement, en tant que musulman, je me suis senti insulté. J'ai le droit de le dire. Oui. Ah bah oui. Voilà. Il est le droit de non, mais ça, oui, cette d'accord. personne a dessiné ce qu'elle a dessiné. Je ne suis pas d'accord. Il aurait dû faire traitement autrement, ne pas acheter, il aurait coulé le journal, c'est pour ça qu'on parle de tout ça. Bref. Mais la liberté, elle commence là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vise qui? Le musulman, il a dit quoi qu'il y ait, on parle d'islam. Tout à l'heure, il a parlé d'ignorance. C'est même plus ça. Quand vous entendez des enfants de 7 ans, 8 ans, des phrases qui sortent, je suis choqué. Sur des phrases sur quoi? De suite, l'islam arabe égale voleur, égale trafiquant. Ah, à 7, 8 ans. la stigmatisation, C'est l'amalgame. La discrimination, mais là, c'est le problème de débat de discrimination. Ça, c'est d'accord. Samir, ça c'est Walt Disney qui nous a fait du mal aussi. Walt Disney, Hollywood, ils nous ont pas réunis. Regarde l'arabe, comment il est représenté par... Mais la question de la discrimination qui est punie par la loi, c'est un vrai débat aussi, je suis d'accord. Mais c'est vite, je voudrais voir une vidéo tout à l'heure. Une directrice d'école, comment elle a répondu devant le bal, c'est... Non, mais attention, je dis, soyons clairs, là pour le coup, j'essaie d'être clair dans le vivre ensemble et dans les règles. Moi je suis législateur maintenant. La question de la discrimination, c'est-à-dire qu'il met un individu, l'insulte à un individu par rapport à ce qu'il est, par rapport à son physique, par rapport à ses croyances, par rapport à tout ce que l'on veut, ça peut être effectivement puni par la loi parce que ça peut relever effectivement d'une infraction. Soyons clairs, voilà, je me suis permis, ils sont partis, mais quand j'ai eu la réunion au Masdouin pour vous dire, mais je ne voudrais pas trop ouvrir le débat trop large sur la question Charlie, pas Charlie, c'était pas le but de ce soir. Mais quand on a eu ce débat avec un certain nombre de gens qui étaient là tout à l'heure du Masdouin, sur la question, il y a des jeunes qui me disent, parce que c'est comme ça qu'on me le ramène hein, souvent, il y a des jeunes qui me disent, oui mais Christophe, il y a 2 poids 2 mesures. Regarde Dieu Journée et regarde ce qui s'est passé par rapport à Charlie. Non, mais c'est un point important. Ça, je me doute que Samir, c'est pas ça. Je dis juste que je suis sûr, par contre, qu'il y a des jeunes qui réellement, parce que les médias aussi en ont fait des tonnes, sont venus sur ce terrain-là. Bon. Après, quand tu es adulte, si un jeune dit ça, il faut pouvoir lui répondre, c'est tout ce que je dis. Je disais, la réponse à la différence, c'est que Dieudonné, il était pris dans une affaire de justice parce qu'il a volontairement insulté quelqu'un par rapport à sa religion, qui est un individu réel, qui est le présentateur de l'émission de France Inter, Patrice Cohen. Donc là, c'est le principe de la loi. Après, c'est les juges qui déterminent le degré, mais... Et que la question de la caricature de Mahomet ou pas, j'ai posé la question en disant, est-ce que ceux qui disent ça, vous pensez que Mahomet est un individu au même titre que Patrice Cohen? La réponse claire, y compris de ceux qui, je ne veux pas dévoiler, mais ceux qui sont des gens, y compris musulmans, qui œuvrent, y compris autour de la question d'un certain nombre de droits, m'ont dit, mais non, Christophe, on ne compare pas les deux. La question du prophète, etc., pour nous, ça nous a choqués, ils le disent, ça nous a choqués par rapport à ce qu'on est, etc., bon, mais on ne compare pas la différence, au sens, on ne considère pas le prophète au sens de ce qu'il a été, au même titre qu'un individu physique, qui, par la loi, va faire l'objet de, etc. Voilà. Le problème, c'est que tu vas expliquer ça, effectivement. Des gars de 10 ans, 12 ans ou 15 ans, c'est plus compliqué. Donc c'est tout ce travail-là qu'on fait attention de remettre dans le cadre du débat, pour toujours ne jamais laisser la question en suspens, de laisser le logiciel du jeune, ou moins jeune d'ailleurs, se faire,
mais qu'effectivement, il faut savoir aborder les sujets comme on le fait ce soir, à mon avis, d'une manière forte. Et puis, il faut petit à petit construire ces réponses-là, parce que je pense qu'ensemble, en tout cas, ce qu'on veut, c'est ce que disait Kader, je pense qu'on le pense tous pareil, c'est de dire qu'il faut arrêter de stigmatiser, il faut arrêter de penser que l'autre est différent, est tellement différent qu'en gros, on en fait carrément une stigmatisation, mais aussi une discrimination, on va discriminer l'individu, etc., etc. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à reconstruire. Voilà. Et c'est le dérapage dans lequel on est. Et je termine mon propos là-dessus. On va dire quelque chose de positif à chercher dans toute cette catastrophe qui nous est arrivée, effectivement, ou du contexte qui nous arrive. Si on doit trouver une force positive là-dedans, c'est au moins de reprendre conscience de tout ça et de se redonner les moyens et la force et l'énergie de revenir vers ce qui peut être notre désir et ce qui a peut-être existé à une époque, moi je ne sais pas, mais en tout cas qui doit réexister tout de suite aujourd'hui à l'aune du XXe siècle avec toute évidemment cette modernité peut-être qui existe autour de nous. Voilà, c'est ça moi que je veux et on n'y arrivera pas simplement en interpellant, mais il faut, je pense que collectivement on se mette les uns les autres dans l'action concrète de faire des choses. Voilà, ça j'y crois dur comme fer et c'est ce qu'on va faire, hein. On va le faire à la démonstration que c'est possible. Voilà, qu'on soit à Marguerite, à Nîmes ou n'importe où en France, je pense que c'est faisable. Voilà. En tout cas, merci à vous tous et merci à Delio de nous avoir accueillis.